On entend pour la première fois parler des Slaves au VIe siècle, chez des historiens goths et byzantins qui situent ce peuple sur le territoire qui s'étend du Dniepr jusqu'aux Carpates. Rapidement après ces premières mentions, ils sont dispersés sous la pression des Avars, des nomades des steppes qui fuient vers l'ouest. C'est à partir de ce moment, probablement, que les Slaves s'installent dans 3 régions différentes et cessent de former un seul et unique ensemble, donnant naissance, au fil du temps, aux Slaves de l'ouest, qu'on trouve dans l'actuelle Pologne et aux alentours, aux Slaves du sud, qu'on trouve aujourd'hui dans les Balkans, et aux Slaves de l'Est, ceux qui nous intéressent, qui se regroupent à l'époque autour du Dniepr, fleuve central du commerce dans la région. Mais ils ne sont pas indépendants. Au nord, on est soumis à ceux qu'ils appellent les Varegs, les Scandinaves de la Suède actuelle auxquels ils versent un tribut, tandis qu'au sud, on est soumis aux Khazars, des Turcs nomades à la tête d'un puissant état au nord de la mer Noire. Quoi qu'il en soit, ce sont les Varegs qui s'implantent le plus profondément dans la société slave. Ils prennent bientôt la tête des capitales commerciales de la région et forment de nombreuses principautés, parfois à l'invitation des locaux et parfois par la conquête. Ce sont probablement eux qui sont à l'origine du terme de russe. Varegs et Slaves descendent le Dniepr jusqu'à la mer Noire pour faire du commerce et de la piraterie. Ils rencontrent des peuples et des royaumes comme les Bulgares et les Magyars, souvent venus de la steppe, avec lesquels ils tissent des alliances et se font la guerre. Mais parmi tous ces princes, une dynastie se démarque, celle de Riourik. Celui-ci, un Vareg, aurait été invité à régner sur la cité commerciale de Novgorod, loin au nord. Puis, après sa mort, l'un de ses généraux, Oleg, aurait pris la route du sud, conquis Smolensk et Kiev, dont il décide de faire sa capitale, avant de s'attaquer à l'Empire byzantin en 907. La Russe de Kiev ressemble alors, et pendant encore longtemps, plus à une entreprise commerciale qu'à ce qu'on imagine en général d'un royaume. Le contrôle des territoires est assez lâche et se compose d'une succession de villes et de garnisons, d'où on collecte un tribut en esclaves, en fourrure ou en cire, versé par les populations alentours, finnoises, lituaniennes et slaves, avant de le transmettre au printemps jusqu'à Kiev, d'où, à l'été, on l'achemine vers Constantinople ou la mer Caspienne pour en tirer profit. Les héritiers d'Oleg consolident et étendent son état. Il conquiert pendant plus d'un demi-siècle les terres alentours jusqu'au règne de Sviatoslav. Celui-ci partage son royaume entre ses fils, qui sont chacun mis à la tête de principautés relativement autonomes, tandis que règne à Kiev l'aîné, le seul à porter le titre de grand prince. Lorsqu'il meurt, ses fils s'entretuent dans une guerre fratricide dont son troisième, Vladimir, ressort vainqueur en 980. Il se démarque encore une fois par ses conquêtes et ses efforts pour renforcer l'État russe, mais aussi et surtout par sa conversion au christianisme en 988 et son mariage avec la fille de l'empereur byzantin. Dès lors, la Russe de Kiev se retrouve très influencée par Byzance, au moins dans son mode de gouvernement et sur tout ce qui touche à la religion. Mais le souverain des Russes ne porte pas le titre de César ou de Tsar, seulement ceux de grand prince et de Kharan, qui a été repris aux souverains nomades de la steppe et plus probablement aux Khazars. Le Tsar, le souverain au-dessus de tous les autres, c'est l'empereur byzantin. Il est le souverain spirituel du monde chrétien, de ce qu'on voit à l'époque comme l'empire chrétien. Bien qu'il gouverne de facto leur terre, le grand prince des Russes et les divers autres princes qui naîtront avec le temps reconnaissent à minima l'ascendance spirituelle du tsar, de l'empereur byzantin. Quoi qu'il en soit, la Russe de Kiev est une nouvelle fois partagée entre les fils de Vladimir après sa mort, et il s'ensuit une nouvelle guerre fratricide entre ceux-ci. C'est ce qui arrivera presque à chaque fois après la mort d'un souverain. Mais ces divisions nous permettent aussi de voir certains noms se démarquer. Les fils des souverains sont faits princes de Novgorod, de Tchernigov, de Ryazan, de Tmoutarakan, de Pereislav, de Rostov, de Bielozero, de Smolensk, de Polotsk, de Vladimir Volinsk, toutes des grandes villes qui gagneront en indépendance au fil du temps et finiront par former leur propre principauté indépendante. La Russe de Kiev est gigantesque. Elle s'étend de la mer Blanche jusqu'à la mer Noire. Il y a largement assez de territoire et de peuples pour permettre à chaque membre de la famille d'en profiter. Les souverains russes appliquent alors, quand tout ne dégénère pas en guerre fratricide, un principe de rotation. Le frère le plus âgé règne depuis Kiev, puis au fil de la fratrie, on devient de moins en moins riche et influent. Mais quand l'aîné meurt, c'est le cadet qui vient le remplacer à la tête de Kiev, et les autres frères s'enrichissent en récupérant de meilleurs territoires. Plus un frère est âgé, plus il est riche, mais les autres prennent sa place après sa mort, si bien que le pouvoir tourne pour que chaque membre de la famille puisse en profiter. Cette règle de succession, visant à mettre sur un pied d'égalité tout le monde, provoque en fait plein de problèmes. Des princes sont exclus de l'héritage parce que leur père meurt avant d'avoir pu régner sur Kiev, tandis qu'on a souvent du mal à définir clairement qui devrait monter sur le trône entre le membre de la famille le plus âgé et celui qui est le plus élevé dans la généalogie.
si bien qu'on assiste souvent à des guerres entre un oncle et son neveu plus âgé que lui. Le système est rendu d'autant plus inapplicable par les villes qui parfois refusent le prince qui leur est désigné et s'en choisissent par elles-mêmes un autre pour le remplacer. La Russe de Kiev ressemble à une fédération de principautés, non pas unies par la loi ou par une constitution, mais par ce système de rotation et les liens généalogiques qui unissent les princes. Kiev reste le centre du monde russe. C'est elle, la ville la plus riche et puissante, et c'est elle que les aînés de la famille convoitent le plus. Et de fait, en moins de 2 siècles, Kiev voit passer 52 grands princes, qui arrivent parfois au pouvoir, en sont chassés, puis y reviennent, etc. Maintenant, imaginez ça à l'échelle de toutes les principautés. La Russe atteint son apogée territorial sous les règnes de Vladimir Monomaque et de son fils Mstislav, entre 1113 et 1132. Leur état forme un blob énorme entre 3 mondes. La steppe, dirigée par les Kipchaks et avec lesquels les Russes connaissent tant de conflits pendant tant d'années, l'Empire byzantin, avec lequel les Russes entretiennent de si fortes relations politiques et religieuses, et l'Occident, où les souverains russes, polonais, hongrois et allemands alternent entre d'incessantes périodes de guerre et de rapprochement. Après la mort de ces 2 souverains, l'autorité de Kiev sur les autres principautés chute rapidement. Les princes locaux n'ont plus confiance envers le système de rotation et préfèrent étendre par les armes la principauté à la tête de laquelle ils sont déjà. En 1169, le prince de Rostov et Souzdal entre dans Kiev avec son armée et met la ville à sac, incendie les églises et réduit sa population en esclavage. Il y fait plus de dégâts que les Mongols ne le feront lors de leur conquête. Et pourtant, ceux-ci ne sont pas tendres avec les villes et les populations qui refusent de se rendre. Au fil des affrontements entre princes, le centre de gravité du monde russe glisse de l'ouest, de Kiev, vers l'est, la principauté de Vladimir Souzdal, dont les souverains prennent le titre de grand prince. Le morcellement de l'État s'accélère aussi. S'il y avait une quinzaine de principautés vers 1150, elles sont une cinquantaine vers 1200 et environ 250 vers 1300. Ce phénomène en accompagne 2 autres. La fondation de nombreuses nouvelles cités sur les rives de la Volga, à l'image de la petite ville de Moscou, et sur lesquelles les princes peuvent exercer un pouvoir bien plus autocratique, puisqu'ils évitent les assemblées qui font la loi dans les anciennes cités comme Kiev et Novgorod. Et la colonisation et la conquête de nouvelles terres vers le nord-est, qui accueillent de nombreux migrants slaves venus des principautés du sud-ouest, ravagés par les guerres trop nombreuses entre princes. Colons slaves qui se mixent par mariage avec les autochtones finnois. Les princes ont toutefois une autorité très réduite sur les hommes libres. Seuls leurs esclaves sont vraiment à leurs ordres. Les paysans, les soldats et les aristocrates, les boyards, sont libres d'aller et de venir. Ils peuvent se déplacer comme ils le souhaitent sur les terres d'un prince ou d'un autre, rendre hommage à celui qui souhaite quand il le souhaite. La loi leur donne ce droit, et aucun prince n'ose aller à son encontre, au risque de se priver des afflux de migrants qui exploitent ses terres et lui payent des impôts. Seule exception à ce tableau, Novgorod. Une cité marchande de l'extrême nord russe d'où les Rurikides étaient originaires. Là, les princes ne cessent au contraire de perdre en influence. La ville devient de fait une république, où toutes les décisions sont soumises au vote de la population. Celle-ci est elle-même divisée en plusieurs communautés qui peuvent tenir des assemblées locales à l'échelle d'une rue. C'est le peuple qui désigne son prince et son archevêque et le remplace s'il n'en est pas satisfait. Seuls les chefs de famille votent aux assemblées, mais l'alphabétisation est bien diffusée dans toutes les tranches de la population. Contrairement à ailleurs, les communautés finnoises, qui étaient présentes avant la colonisation slave, peuvent vivre librement sur le territoire et dans la ville, et peuvent se prononcer comme tout le monde sur les affaires publiques. Novgorod est aussi la principauté qui pousse le plus loin la colonisation. Elle prend le contrôle de tout le Grand Nord, au moins jusqu'à l'Oural, et s'y approvisionne en fourrure. Son rôle de plaque tournante du commerce s'illustre jusque dans les légendes de la ville. Elle ne se choisit pas un guerrier comme héros contrairement à ailleurs, mais un marchand. Ce modèle novgorodien, à contre-courant de ce qui se fait aux alentours, déplaît. La cité fait face à l'est aux menaces des princes de Vladimir Souzdal, alors en plein renforcement de leur modèle autocratique, et à l'ouest aux chevaliers teutoniques, qui, après avoir soumis la Prusse et la Livonie, ne voient aucune raison de ne pas s'étendre aux dépens de leurs voisins russes et finnois orthodoxes. Mais tous ces problèmes vont vite s'avérer dérisoires, alors qu'un nouvel ennemi, bien plus dangereux, apparaît à l'est. Les Mongols. Les Slaves avaient l'habitude des nomades des steppes. Ils les avaient toujours côtoyés et les princes ont longtemps lutté contre les Khazars puis contre les Kipchaks et n'ont jamais hésité à entretenir des relations amicales et commerciales avec ceux-ci. Et puis les territoires éloignés et difficiles d'accès comme Novgorod et les forêts du nord-est servaient de refuge en cas de danger. Du moins, jusqu'à ce que les Mongols engagent leur conquête de l'Europe de l'Est.
Les cavaliers du Rahan s'enfoncent dès le départ profondément et rapidement dans la forêt. Cette fois, on ne cherche pas qu'à mener une opération de pillage comme le faisaient les Kipchaks, mais bien à conquérir les Russes. En 5 ans, les Mongols ravagent les cités qui refusent de se rendre. Kiev est mise à sac en 1240 et leur expédition les mène jusqu'en Hongrie et en Pologne. Novgorod est l'une des rares villes à s'en sortir. Les inondations du printemps ont rendu l'avancée des cavaliers compliquée vers le nord, et l'assemblée n'a pas attendu longtemps avant de se soumettre d'elle-même. Il était hors de question de chercher à résister à des envahisseurs aussi puissants. Les affaires commerciales en auraient pâti. Les nouveaux arrivés occupent sans attendre le territoire. Ils recensent et réorganisent la population, envoient leurs administrateurs dans les villes, imposent des taxes sur le commerce, lèvent les impôts et réclament des corvées et le service militaire aux habitants. Les Russes désignent dès lors le Khan de la Horde d'Or avec le titre de Tsar. Celui-ci désignait auparavant la souveraineté spirituelle de l'empereur byzantin, mais depuis que Constantinople a chuté face aux croisés en 1204, il tombait en désuétude. C'est donc au Khan qu'on le réattribue, et cette fois pour désigner une souveraineté on ne peut plus tangible. Les princes n'attendent pas bien longtemps avant de collaborer avec l'occupant. On s'accommode très bien de celui-ci, et de fait, son joug n'est pas si terrible que ça. Payer le tribut à Kiev ou à Sarai revient au même, et leur présence ne remet en question les intérêts de personne. Les paysans, soldats et aristocrates, les boyards, sont toujours libres de se déplacer de principauté en principauté, de rendre hommage aux princes qu'ils souhaitent quand ils le souhaitent, de nomadiser d'une certaine façon. Et le clergé se voit attribuer des privilèges très importants qui vont de pair avec la grande tolérance religieuse des Tatars, qui, tengristes puis musulmans, ne cherchent jamais à imposer leur foi aux Russes. Mieux, les princes y trouvent en fait très bien leur compte. Les Mongols légitiment leur mainmise sur leur principauté, ils leur permettent de châtier les populations récalcitrantes, d'étendre leur domaine aux dépens d'autres princes qui seraient mal vus par l'envahisseur ou qui chercheraient à se rebeller, et ils finissent par tenir eux-mêmes le rôle de gouverneur au service du Khan, du Tsar, et à lever l'impôt en son nom. Seule contrepartie, chaque prince doit, pour arriver au pouvoir, obtenir l'aval du Khan de l'Horde d'Or, qui siège à Sarai, et du Khan de l'Empire mongol, qui siège à Karakorum. La Russe compte alors 4 grandes principautés qui luttent sans cesse les unes contre les autres. Vladimir Souzdal, Tchernigov, la Gaïssi-Volhynie et Novgorod, mais qui elle essaye de rester loin de ces conflits qui menacent sa bonne fortune. Le Khan de l'Horde d'Or favorise clairement les princes de Vladimir Souzdal, qui sont les premiers à se soumettre et les seuls à ne pas chercher de soutien ailleurs qu'à Sarai, alors que les autres se rapprochent de l'Occident et de la papauté. Ces princes obtiennent alors le soutien militaire des Mongols pour s'imposer sur les autres, récolter le tribut et s'attribuer le titre de grand prince. Et puis, au-delà de leurs armées, les Mongols amènent surtout avec eux un excellent système administratif et financier que les Russes n'hésiteront pas à récupérer et adapter, si bien que la Russe du XVe siècle, lorsqu'elle se libère du joug mongol, ne ressemble plus en rien à celle que l'envahisseur avait conquis plus de 2 siècles auparavant. Enfin, la présence mongole permet encore une chose, la naissance de Moscou. Toute petite principauté au sein de celle de Vladimir Souzdal, elle reste pendant longtemps éloignée des conflits, ce qui lui attire de nombreux migrants en recherche de tranquillité jusqu'au début des années 1300. C'est à ce moment que les princes de Moscou héritent de la ville de Peresyave et commencent à se rapprocher des Khan, jusqu'à épouser la sœur de l'un d'eux et obtenir le mandat de grand prince en 1319. La principauté, auparavant insignifiante, devient d'un coup l'un des centres de la Russe. Avec l'aval des Khan, les grands princes rachètent ou conquièrent plusieurs cités alentours, et en échange récoltent fidèlement les tribus de toute la Russe pour les reverser à Sarai. Moscou se taille une place de choix en devenant la plus dévouée collaboratrice des Khan. En parallèle, à l'ouest, grandit aux dépens des Russes un état qui sera longtemps l'un des pires adversaires de Moscou, la Lituanie. Celle-ci conquiert une bonne partie des principautés russes sans réaction de la Horde, et va jusqu'à assiéger Moscou à plusieurs reprises, en 1368, 70 et 72. Les forces des deux états sont à peu près égales. Si la Lituanie ne parvient pas à s'imposer, c'est avant tout parce que ses souverains sont païens. L'Église défend ardemment les intérêts de Moscou, négocie avec les Khan, et punit d'excommunication les princes russes qui soutiennent la Lituanie. Peu de temps plus tard, les souverains lituaniens se convertiront au catholicisme, tandis que leur état finira par fusionner avec la Pologne. On parlera de tout ça dans de futurs épisodes. Quoi qu'il en soit, Moscou s'est étendu et renforcé, alors que la Horde d'Or s'est affaiblie et a été incapable de s'opposer aux Lituaniens. Chez les Russes commence à se faire entendre la voix de la révolte. Dans les années 1360, le pouvoir de Sarai devient de plus en plus instable. Les Khan arrivent au pouvoir et en sont chassés dans la foulée, tandis que la Horde d'Or se divise.
Moscou, de son côté, profite de sa lutte contre les Lituaniens pour renforcer son influence sur la Russe et affaiblir ses rivaux de Tver et de Ryazan. La Horde sombre dans la confusion alors que Moscou se trouve un prince solide, Dmitri Donskoy. Chez les Mongols, un aristocrate se démarque et sans prétendre au trône, devient le régent des Rans qu'il fait et défait à sa guise. Mamaï. Il voit les Russes se faire la guerre les uns avec les autres et de moins en moins respecter les mandats délivrés par la Horde. Il envoie alors, en 1378, une armée pour mettre au pas les princes, mais celle-ci est écrasée par Moscou. Soucieux de réaffirmer son autorité sur ses tributaires, Mamaï prend lui-même la tête de ses hommes 2 ans plus tard et marche sur Moscou. Il reçoit le soutien de plusieurs autres princes russes et tisse une alliance avec la Lituanie, tandis que d'autres, comme Novgorod, refusent d'envoyer leurs troupes soutenir le grand prince. Dmitri Donskoy lève malgré tout son armée et marche à la rencontre des Tatars. Il met ceux-ci en déroute en septembre 1380 à la bataille du champ des Bécasses, puis les poursuit jusqu'au bord de la rivière Kalka où il les écrase une seconde fois. La Russe est enfin libérée du joug mongol, ou plutôt tombe sous celui de Moscou, du moins pour 2 ans. La mort de Mamaï met fin à la confusion qui touchait la Horde. Un certain Tortamish, un grand allié de Tamerlan, arrive à sa tête et s'efforce de renforcer son état. Et pour ça, il doit mettre au pas les Russes, qui refusent désormais de payer le tribut. En août 1382, Tortamish arrive avec ses hommes sous les murs de Moscou. La ville est incendiée et mise à sac. Les grands princes se soumettent pour un siècle encore et recommencent à verser le tribut. Mais ce n'est pas un grand mal pour le grand prince. Le rétablissement du tribut lui permet d'exercer plus fortement que jamais son influence sur les petits princes, puisque c'est lui qui les récolte et les reverse aux Rans et fait face aux conséquences s'il n'est pas réuni. Et la soumission à la Horde renforce sa légitimité et lui offre un protecteur contre les ambitions de la Pologne-Lituanie. La soumission aux Rans permet aussi aux princes de Moscou d'acheter des mandats sur des cités qu'ils ne possèdent pas. En 1390 par exemple, ils achètent à grand prix à Tortamish un mandat qui légitime leur prise de pouvoir sur la ville la plus riche de la Volga, Nijni Novgorod. En parallèle, la Horde d'Or perd drastiquement en influence suite à ces guerres malheureuses contre Tamerlan. Elle se divise petit à petit, et on voit naître en son sein de nouveaux Rana plus ou moins indépendants, comme en Crimée ou à Kazan. Bon nombre d'aristocrates mongols se mettent aussi au service des grands princes de Moscou et reçoivent en échange des terres ou des petites principautés vassales à la frontière. Les grands princes moscovites parviennent aussi à passer outre l'un des plus grands freins à l'unification russe, le système de succession. Jusqu'ici, dans toutes les principautés russes, l'héritage était partagé plus ou moins également entre les fils d'un prince défunt, afin que chacun puisse vivre dignement à la tête de sa propre principauté. Les grands princes de Moscou décident eux, comme le font les grands propriétaires terriens de l'époque, de favoriser de plus en plus leur fils aîné. Lorsque le grand prince Dmitri Donskoy meurt en 1389, son fils aîné Vassili reçoit un tiers de ses domaines. Et lorsque celui-ci meurt à son tour, il n'a qu'un seul fils qui hérite donc de la totalité de ses terres. Celui-ci, Vassili II, donne en héritage à son aîné Ivan la moitié de ses terres, et partage entre ses 4 autres fils l'autre moitié. Puis, quand Ivan meurt, sur ses 99 villes, il offre les 66 plus importantes à son aîné, et partage les 33 restantes à ses 4 autres fils. Si bien que si en 1389 Vassili Ier versait l'équivalent de 34% du tribut dû aux Mongols et ses 4 frères les 66 autres pourcents, en 1505, Vassili III devrait en verser 72% et ses 4 frères le reste. Contrairement aux autres princes, ceux de Moscou parviennent, sans violence, à mettre fin à la partition systématique de leur domaine. Il n'y a alors pas, et ce sera le cas pendant des siècles encore, de distinction entre l'État et le souverain. Le grand prince est pleinement propriétaire de toutes les terres qui forment sa principauté, et la propriété privée n'existe pas dans le sens où on l'imagine aujourd'hui. Le prince est un grand propriétaire terrien avant d'être le roi d'un État. Il peut percevoir des revenus de ces terres parce qu'elles lui appartiennent, mais il ne leur doit théoriquement rien en échange. Dans la Russe d'alors, on ignore encore la théorie politique et le droit romain qui ont donné naissance aux monarchies d'Europe de l'Ouest. Le despotisme est un mode de gouvernement russe, il n'a pas été emprunté aux Mongols. Les apports de ceux-ci sont plutôt à chercher du côté de l'administration, des systèmes de communication et de l'armée. De fait, le joug mongol touche à sa fin. La majorité des anciennes principautés russes appartiennent désormais directement au grand prince, qui se transmet désormais ce titre sans l'aval des Rans. La Lituanie cesse d'être une véritable concurrente à l'unification des Russes, et la Horde d'Or n'est plus qu'une menace périphérique. Restent indépendantes, mais plus ou moins soumises où on passe de l'être, les principautés de Novgorod, Ryazan, Rostov, Yaroslav et Tver. Tous ces lambeaux du joug mongol sont balayés pendant le règne d'Ivan III, entre 1462 et 1505. Lituaniens et Mongols ne sont plus capables de s'opposer à Moscou.
Lorsque le grand prince s'attaque à Novgorod en 1471, ni le grand-duc Casimir de Lituanie, ni le Khan Ahmed de la Horde d'Or, pourtant alliés, ne peuvent s'y opposer. La dernière principauté rivale, Tver, tombe quant à elle en 1485, sans combattre. Les grands princes cessent aussi officiellement de reconnaître la suzeraineté des tsars mongols et de leur verser le tribut à partir de 1480. Dès lors, le nom du Khan, du tsar, cesse d'apparaître sur les monnaies produites à Moscou. Les pièces de 1480 représentent sur l'avers un cavalier couronné, transperçant un dragon ou un serpent, avec l'inscription « Grand prince Ivan Vassilievitch », tandis qu'on retrouve au revers, en arabe, le nom Iban, entouré d'une inscription en russe qui signifie « souverain de toutes les Russies ». Les Russes continuent malgré tout de subir périodiquement des raids de la part des différentes entités tatares. Ceux-ci sont parfois très violents, et les grands princes ne sont pas toujours capables de s'y opposer. Quoi qu'il en soit, Ivan III vassalise le Rana de Kazan en 1487 et soutient celui de Crimée dans sa lutte contre les restes de la Horde d'Or, écrasant définitivement ceux-ci en 1502. À l'ouest, une guerre contre la Pologne-Lituanie lui permet d'occuper tous les territoires situés sur le cours supérieur de l'Oka, tandis que le grand-duc reconnaît au grand prince moscovite le titre de souverain de toute la Russie. S'ajoute un second conflit en 1503 qui lui permet encore une fois d'étendre ses frontières occidentales. Pendant son règne, l'église et les monastères, qui contrôlent alors un tiers des terres russes, commencent à théoriser le pouvoir du souverain. Le grand prince est un monarque absolu de droit divin, et on commence alors de plus en plus à l'appeler tsar dans les écrits, bien qu'il ne porte pas officiellement ce titre. Ivan III accepte volontiers cette alliance avec l'église. Il revient alors sur son projet de dépouiller les monastères de leurs biens et condamne les judaïsants, une hérésie née à Novgorod qui prenait entre autres la pauvreté des moines. On commence aussi à désigner Moscou comme la troisième Rome, puisque depuis la chute de Tsargrad, Constantinople, en 1453, le grand prince est devenu le dernier grand souverain orthodoxe. Après 250 ans de joug tatar, un nouvel état né du mariage entre les institutions russes, byzantines et mongoles pouvait enfin se revendiquer seul maître de toute la Russie et de tous les orthodoxes, la Moscovie. Vassili III hérite du pouvoir à la mort d'Ivan III, en 1505. Il est, pour la première fois, véritablement un monarque absolu, gouverne seul, ne souffre d'aucune opposition à son autorité, et punit sévèrement ceux qui osent s'en plaindre. Tous ses sujets, jusqu'à ses propres frères, sont ses esclaves, ses kolops. En théorie en tout cas. Dans les faits, les boyards ont un rôle plus qu'important dans le gouvernement de l'État. La guerre occupe une bonne partie de son règne. Il ajoute Pskov et Ryazan à ses domaines, subit de nombreuses incursions des Tatars de Crimée qui atteignent parfois Moscou et prennent à chaque fois des milliers d'esclaves, ce qui le pousse à mettre en place un réseau de places fortes le long de la rivière Oka. Et il parvient même à s'emparer de Smolensk après un conflit d'une décennie contre la Pologne-Lituanie. Toutefois, le grand prince connaît bien un échec dans son règne. Il peine à avoir un héritier. Celui-ci arrive très tardivement, alors qu'il a déjà 51 ans. Vassili meurt seulement 3 ans plus tard. Pour la première fois, la principauté se retrouve sans souverain à même de la diriger, du moins jusqu'à ce que le petit Ivan, âgé de seulement 3 ans, n'atteigne sa majorité. Sa mère exerce d'abord la régence, mais meurt moins de 5 ans plus tard. L'État tombe alors entre les mains de grandes familles rivales de boyards, la haute aristocratie. Le jeune prince est choyé d'abord par sa mère, puis par ses tuteurs, mais il gardera toute sa vie un profond ressentiment envers les boyards. En 1543, à 13 ans, il fait exécuter son régent, le boyard Andrei Chouïski. Le jeune souverain est couronné tsar à 17 ans, en 1547. Il est le premier à véritablement adopter ce titre. Mais les boyards restent au pouvoir jusqu'à ce que Moscou ne brûle dans un incendie en juin 1547 et que la foule moscovite en colère ne fasse irruption au Kremlin pour y tuer l'oncle du tsar. Ivan IV s'entoure alors de ses propres conseillers qui ne sont pas issus de la haute noblesse et commence à gouverner personnellement. S'ensuit une décennie de réformes avec laquelle le tsar abolit l'exonération d'impôts et les privilèges dont l'église profitait depuis le joug mongol, centralise le pays aux dépens des boyards, et surtout renforce l'armée en élargissant le service militaire à tous les propriétaires terriens, et plus seulement aux boyards, et en mettant en place une troupe permanente d'arquebusiers, les streltsy. Encore une fois, ces réformes visent en bonne partie à réduire l'influence de l'aristocratie. Cette nouvelle armée est mise à l'épreuve du feu dès 1552, alors qu'Ivan IV s'élance à la conquête de Kazan, qui tombe après quelques mois de siège. On poursuit cette avancée vers l'est 4 ans plus tard. Cette fois, c'est le Rana d'Astrakhan qui est visé et qui tombe en 2 ans. Les Russes occupent désormais toute la région de la Volga,
le centre du pouvoir des anciens Rans de l'Ordre d'Or. Reste, au sud, la menace que représente le puissant Rana de Crimée, tributaire de l'Empire ottoman, et à l'est, les Rana de Nogaï et de Sibir. Le premier tisse une alliance avec Moscou, tandis que le second promet de lui verser un tribut. Le tsar est plutôt tolérant avec ses nouveaux sujets musulmans et ne réclame aucune conversion forcée. Ses héritiers le seront beaucoup moins. Ivan IV dirige ensuite ses armées, qui comprennent maintenant un nombre considérable de cavaliers tatars, vers l'ouest pour s'attaquer, lors de 3 campagnes successives, à la Livonie, tenue par un ordre catholique. Bien qu'ils soient vaincus, les Livoniens refusent de se rendre au tsar orthodoxe. Ils préfèrent alors offrir leurs terres aux autres puissances alentours. Suédois, Danois et Polonais y gagnent, tandis que Moscou cherche à bagarrer pour sauvegarder ses gains, sans grand succès, sinon la prise de Polotsk en 1563. À Moscou, Ivan commence à multiplier les exécutions sommaires de ses proches conseillers après la mort de sa première épouse, Anastasia, ce qui entraîne de nombreuses fuites de boyards vers la Lituanie, qui sont accueillis par une vague de répression. En décembre 1564, le tsar quitte Moscou avec sa famille et son trésor, sans nommer de gouvernement pour le remplacer, et part, pour ainsi dire, bouder à Alexandrov, avant d'envoyer une lettre un mois plus tard au Kremlin pour dénoncer les trahisons des boyards et autres serviteurs. Pendant 1 mois, personne ne sait ni ne comprend ce qui se passe. Sans autre solution, une délégation d'ecclésiastiques et de boyards rejoignent le tsar pour le supplier de remonter sur le trône, ce à quoi il consent à condition que tous acceptent de lui laisser un pouvoir illimité. Sans autre choix, on accepte ses revendications et le tsar rentre à Moscou. Il crée alors une cour parallèle, l'Oprichnina, et une troupe privée pour exécuter ses directives, les Oprichniks. Le pays est de fait coupé en deux. Une partie est directement gérée par le gouvernement traditionnel, où les boyards tiennent le pouvoir, et une autre sur laquelle le tsar règne en autocrate avec sa troupe privée, qui d'ailleurs accueille là aussi des boyards. Il fonde une nouvelle capitale à Vologda, où il passe une partie de l'année, et règne le reste du temps depuis Alexandrov. La Moscovie sombre dans la terreur. Les exécutions pleuvent pendant plusieurs années, et de nombreux aristocrates sont déportés, notamment vers Kazan. Les ecclésiastiques sont aussi visés, et en 1570, Novgorod est même pillé et incendié par les Oprichniks. Ivan voit des conjurés partout. À moins que tout cela ne soit prémédité, il a sûrement sombré dans la paranoïa, d'autant que beaucoup de signes montrent qu'il était déjà instable mentalement dans sa jeunesse. Les paysans et les nobles fuient vers des régions plus tranquilles. Le commerce est anéanti, et l'État est ruiné. Le Rana de Crimée en profite pour venir piller le pays jusqu'au faubourg de Moscou en 1571. L'armée envoyée à sa rencontre est désorganisée, alors qu'Ivan ordonne de mettre à mort son commandant en chef. L'année suivante, le tsar, qui n'a même plus confiance dans son gouvernement parallèle, dissout l'Oprichnina et sa troupe personnelle, devenue autant une menace pour les paysans et les marchands que pour ses ennemis. Sa paranoïa ne cesse pas pour autant, son spectacle non plus. En 1575, il scinde une nouvelle fois le pays en deux en plaçant sur le trône de Moscou un tatar, le tsar Siméon Bekbulatovitch, et en sauvegardant pour lui une énorme principauté en apanage. Ce tsar de façade est renversé l'année suivante et remplacé par des gouverneurs nommés par Ivan. La décennie 1570 signe aussi définitivement la défaite moscovite en Livonie. La Pologne a modernisé son armée et a repris l'initiative. Les Russes sont chassés de toutes leurs conquêtes. Ivan a ruiné son pays dans une guerre qui a duré 25 ans et n'y a rien gagné. Le tsar peut se consoler avec la conquête du Rana de Sibir. Elle ouvre la voie aux ambitions impériales de l'État russe en Sibérie. Ivan, surnommé le Terrible, ce qui ne porte pas nécessairement de connotation négative en russe, où on considère que le tsar doit être terrible, cruel, menaçant, meurt en 1584. Il avait tué de ses propres mains son fils aîné 3 ans plus tôt, laissant comme héritier son second, Fiodor, qui n'a pas les qualités pour régner. La Moscovie sombre alors dans les troubles, les boyards reprennent les rênes du pouvoir, et le pays tombe dans la guerre civile. On amène sur le trône boyards, imposteurs et souverains étrangers. Les Suédois en profitent pour prendre Novgorod et les Polonais pour récupérer Smolensk. Jusqu'à ce qu'en 1613, les représentants des provinces russes, organisés en une assemblée exceptionnelle et encouragés par l'église, ne s'entendent pour choisir eux-mêmes un nouveau tsar. Ce sera Michel Romanov. Avec lui, monte sur le trône une nouvelle dynastie qui fera de la Moscovie un empire, et de cet empire, une grande puissance. « 1584. Le tsar de toutes les Russies, Ivan IV le Terrible, meurt. Pendant son long règne, il a réformé et étendu l'immense domaine que ses ancêtres lui avaient laissé. Cette principauté de Moscou soumise aux Mongols est devenue, au fil des siècles, un immense empire indépendant et le dernier grand état orthodoxe,
une troisième Rome. Pourtant, à sa mort, l'État est exsangue. La population s'est appauvrie ou a fui dans des régions plus calmes. Le commerce est anéanti et le trésor est vide. Pendant des années, il a fait régner la terreur sur l'aristocratie, les boyards, a multiplié les exécutions sommaires, arraché leurs domaines, incendié ses propres villes. Pire, il ne laisse derrière lui aucun fils à même de régner, ce qui mène la principauté de Moscou, la Moscovie, à tomber dans des troubles encore plus terribles après sa mort. Les boyards prennent la tête de l'État, les tsars et les guerres civiles se multiplient. On amène sur le trône imposteurs et souverains étrangers sans parvenir à arranger la situation. Et les puissances alentours en profitent pour s'étendre aux dépens des moscovites. Il faut attendre 1613 pour que les représentants des provinces et des villes russes se regroupent en une assemblée exceptionnelle, le Sobor, et choisissent par eux-mêmes un nouveau tsar. Ce sera Michel Romanov, le cousin du dernier fils d'Ivan IV. Le jeune souverain se fait couronner à Moscou en juillet 1613. La ville était encore occupée par les Polonais quelques mois plus tôt. Il dénote beaucoup avec Ivan IV. Michel est doux, influençable, et il ne profite pas de l'aura du terrible, né d'une dynastie qu'on pensait descendante d'Auguste, et figure par excellence du monarque absolu. Michel, lui, doit son pouvoir au Sobor, et celui-ci tiendra une place importante dans la gouvernance du pays pendant toute la durée de son règne, sans pour autant que le tsar ne suive toujours ses demandes. De toute façon, la priorité est de rétablir l'ordre, d'abord contre les ennemis intérieurs, les bandes de brigands qui terrorisent parfois des régions entières, puis contre l'ennemi extérieur, les Suédois qui occupent Novgorod et tout le littoral de la mer Baltique, et les Polonais qui revendiquent toujours le trône de Moscou. Or, les moscovites ont une armée en lambeaux et un pays ruiné. Pas de quoi repousser les troupes modernes et expérimentées qui occupent leur territoire. Pire, il est presque impossible d'imposer la population. La majorité des revenus proviennent alors des taxes qui pèsent sur les marchands, de la vente d'alcool qui est un privilège du tsar, et des prêts à l'étranger, notamment auprès des Anglais. Sans autre choix, les moscovites signent la paix avec la Suède et perdent tout accès à la mer Baltique, tandis que les troupes polonaises atteignent une nouvelle fois Moscou en 1618, sans parvenir à s'en emparer. La paix est signée quelques temps plus tard, et entérine la perte de Smolensk et de Tchernigov. La Moscovie s'est faite dépecer, mais au moins la paix est de retour. Et avec elle, le père du tsar Michel, qui était retenu captif en Pologne. Celui-ci est vite lié au pouvoir par son fils. Il reçoit la dignité de Veliki Gosudar, grand souverain, et règne de fait avec son fils, ce qui arrange bien ce dernier qui n'a pas autant d'ambition et d'autorité que son père. Dans les années qui suivent, Moscou réorganise son territoire, augmente les impôts et les monopoles d'État pour remplir ses caisses, prend des mesures pour lutter contre le brigandage et la fuite des paysans, dont une bonne partie sont morts des guerres et des famines ou ont fui vers la steppe, plus tranquille. On force alors ceux-ci à rester sur les terres qu'ils cultivent. C'est un grand pas en avant vers la mise en place du servage, qui était déjà en cours depuis plusieurs décennies, mais qui va complètement à contre-courant de la coutume russe qui défend la liberté de se déplacer des paysans. L'armée aussi reprend du poil de la bête. On se prépare à une nouvelle guerre contre la Pologne, et pour ça, on fait appel à plusieurs milliers de mercenaires et d'officiers étrangers, les seuls à même de former les arquebusiers moscovites, les streltsy, à l'usage des armes à feu et aux techniques modernes qui ont cours en Occident. En 1632, lorsque le roi de Pologne-Lituanie meurt et que Moscou déclare la guerre à son voisin, son armée compte 158 canons et 32 000 hommes, dont plus de 4 000 mercenaires étrangers, tous protestants ou musulmans, parce que les Russes refusent d'engager des catholiques qui sont vus comme les grands ennemis, et entretiennent pour cette raison de bonnes relations avec les pays réformés comme l'Angleterre, la Hollande et la Suède. La campagne échoue sous les murs de Smolensk, et l'armée moscovite finit par capituler. Moscou est en parallèle menacée par un énième raid des Tatars de Crimée. Avec la paix signée en 1635, on réaffirme les droits de la Pologne-Lituanie sur Smolensk et Tchernigov. Si l'expansion vers l'ouest échoue, c'est différent à l'est. L'Empire russe s'étend à grande vitesse en Sibérie où il encourage, par la force ou les promesses de privilèges, l'installation de colons. Ceux-ci rencontrent peu de résistance de la part des populations locales. En 1618 déjà, des Cosaques au service du tsar atteignent Pékin et y reçoivent des lettres diplomatiques de l'empereur Ming, qu'on ne pourra pas lire avant 1675, faute de traducteurs chinois, et on fonde en 1632 la ville de Yakoutsk, si loin à l'est, là où Moscou n'exerce qu'un pouvoir symbolique. C'est avant tout le profitable commerce de fourrure qui encourage cette poussée en Orient. Le tsar Michel meurt en 1645. Son règne n'aura pas été de tout repos, mais la Moscovie commence peu à peu à sortir de la crise pendant celui-ci. Si elle perd des territoires, sa bureaucratie, son armée et son industrie commencent à se moderniser. Sur ses 10 enfants, un seul lui survit, Alexis Mikhailovitch. Il succède à son père et entrera dans l'histoire comme Alexis le très paisible.
Le surnom du nouveau tsar dénote beaucoup avec son règne plus qu'agité. La pression fiscale est alors très lourde, c'est pourquoi la population moscovite se révolte sans cesse pendant le règne d'Alexis. Elle touche d'abord les grands centres urbains, mais finissent par prendre la forme de véritables guerres paysannes au fil du temps. Ces soulèvements sont dirigés contre les élites, les boyards, les conseillers, les administrateurs, mais très rarement contre le tsar choisi par Dieu. Au contraire, c'est auprès de lui qu'on cherche de l'aide, de la protection, de la justice. Ces révoltes sont encouragées, en plus, par un chiisme qui divise l'église russe pendant le règne d'Alexis. Celui-ci apporte son soutien à un nouveau patriarche, Nikon, qui s'attelle à rétablir l'orthodoxie originelle, à supprimer les altérations et les erreurs de traduction que les textes russes avaient subies, et à supprimer les originalités et les traditions russes en revenant aux origines grecques de la foi et des rites. Ce qui lui attire de nombreux opposants dans l'église et dans la population. Nikon souhaite rendre l'église russe universelle, attirer à elle ceux qui suivent une autre voie. Ses opposants, au contraire, veulent en sauvegarder son caractère national, l'isoler du monde extérieur, des menaces qui pourraient la transformer. C'est deux visions du concept de la troisième Rome qui s'affrontent. L'Église persécute violemment les vieux croyants, ceux qui suivent les anciens rites et textes russes plutôt que les versions corrigées de ceux-ci. Elle y perd beaucoup en influence, autant auprès des croyants qu'en politique. Cet affaiblissement permettra à l'État russe d'enfin la soumettre au cours des décennies suivantes, tandis que le schisme ne prendra jamais fin. Les vieux croyants auront toujours, pendant toute l'histoire de l'Empire russe, des fidèles. Certains s'exilent à l'étranger, d'autres vivent en exil dans leur propre pays, suivant leurs propres règles et fondant des monastères clandestins. Ils seront les premiers à prendre part aux révoltes contre le pouvoir. D'un autre côté, si les impôts augmentent grandement, la bureaucratie, elle, reste très limitée. L'administration centrale n'engage que 2000 personnes. Alors, pour que le pays puisse tourner, que les lois et les impôts soient respectés, se mettent en place de lourds mécanismes de contrôle et de répression. Les frontières d'abord sont solidement gardées, pour éviter que n'importe qui entre dans le territoire, bien sûr, mais surtout pour éviter que quiconque en sorte. L'État a peur de perdre des serviteurs et des revenus, ce qui était si simple dans le passé quand les paysans et les boyards étaient libres de voyager de principauté en principauté et d'offrir leurs services aux princes qui souhaitaient. Désormais, si quelqu'un quitte le territoire sans autorisation, sa famille est torturée, puis exilée en Sibérie. Et s'il a le malheur de revenir, il est soit exécuté, soit soumis à la torture en guise de punition. Et de fait, les Russes qui goûtent à l'étranger n'ont qu'un désir de rentrer en Moscovie. Le pays est pauvre, peu accueillant. En comparaison, la Pologne fait rêver. Sur la douzaine de jeunes nobles que le gouvernement avait envoyé étudier en Angleterre, France et Allemagne après le règne d'Ivan IV, pas un seul n'a fait le choix de rentrer à Moscou. L'État encourage aussi la délation. Quiconque cherche à cacher des revenus doit être dénoncé, que ce soit un seigneur par ses paysans ou un roturier par ses pairs. Si un crime économique est découvert sans avoir été dénoncé, les familles coupables de non-délation sont exécutées, enfants compris. Et de toute façon, les paysans sont naturellement enclins à dénoncer ce genre de choses, parce que la responsabilité économique repose sur la communauté. Si quelqu'un est dénoncé, il est immédiatement arrêté et soumis à la torture. Mais en général, l'accusateur est lui-même torturé à son tour, parce qu'on le suspecte de dissimuler des informations. Une autre raison de la colère populaire et des impôts élevés, ce sont les nombreuses guerres qui ont cours pendant le règne d'Alexis. Il entre en 1654 en conflit avec la Pologne. Cette fois, l'objectif est avant tout de défendre la Petite Russie, la région où on parle l'ukrainien, qui n'a jamais été rattachée à Moscou et qui a suivi une voie très différente de celle-ci après la chute de la Russe de Kiev. Je dis bien défendre et pas conquérir, parce que la région est en révolte ouverte contre Varsovie depuis des décennies. Ça s'explique par tout un tas de problèmes qu'on abordera dans les épisodes dédiés à la Pologne. Ils ont mené les Cosaques à entrer en rébellion avec succès, jusqu'à obtenir une grande autonomie. Ces Cosaques, ils sont apparus au siècle dernier pour répondre aux raids tatars trop nombreux. Ils se sont organisés localement et sont devenus d'excellents cavaliers en menant eux-mêmes des raids contre les Tatars de Crimée et les Turcs. De fait, ils ont attiré vers eux beaucoup de paysans ukrainiens qui n'en pouvaient plus de leurs conditions de serfs, si bien que lorsqu'ils entrent en révolte contre Varsovie, leur armée compte plus de 100 000 hommes. Les Cosaques, dirigés par un hetman, c'est-à-dire un commandant en chef, ont fini par proposer au tsar de devenir ses sujets, cherchant un soutien dans leur lutte contre leur souverain polonais. Ce qu'Alexis le très paisible accepte, une fois sûr de pouvoir supporter une guerre contre son voisin. Et pour une fois, son entreprise en Pologne se passe bien, très bien même. Les villes tombent les unes après les autres, et d'autres puissances finissent par en profiter pour s'en prendre aux Polonais. La victoire est totale. Pourtant, avec la paix signée en 1656, les moscovites sauvegardent la Petite Russie, mais rendent toutes leurs conquêtes, en échange de la promesse que le tsar soit élu roi de Pologne-Lituanie à la mort du souverain actuel. L'hetman cosaque n'est pas convié aux négociations, malgré ses demandes. En devenant sujet de Moscou, il devient un esclave du tsar comme un autre.
Et puis, les Cosaques supportent mal la présence russe. Le tsar ne compte pas leur laisser une grande autonomie, et ses administrateurs reçoivent un pouvoir très important dans les villes ukrainiennes. Alors, l'armée cosaque change de camp. En 1658, l'Hetman passe un traité avec les Polonais. La Petite Russie devient une nouvelle composante de la République des deux nations, la fédération qui réunit la Pologne et la Lituanie. Cette nouvelle Ukraine autonome prend le nom de Grande Principauté russe. D'un coup, les Ukrainiens gagnent tous les privilèges dont ils rêvaient, bien plus que tout ce qu'ils n'auraient jamais pu espérer en devenant sujet du tsar. Les Cosaques se sont mis sous la protection de celui-ci parce qu'ils cherchaient un allié, pas parce qu'ils se sentaient proches de la Moscovie et de son peuple. Et de fait, pendant un siècle encore, ils n'hésiteront pas à se rapprocher de la Suède, de la Pologne, des Tatars ou des Turcs pour se libérer du joug russe. Et justement, l'année suivante, les Cosaques aidés par les Tatars de Crimée mettent en pièces l'armée moscovite envoyée pour les mettre au pas. Moscou repart alors en guerre contre la Pologne qui a brisé le traité de paix, mais subit cette fois défaite sur défaite, ce qui ne l'empêche pas de réaffirmer son autorité sur les Ukrainiens en attisant les désaccords entre Cosaques. De son côté, le roi de Pologne fait face à une grave révolte de la noblesse, tandis que les Turcs profitent du conflit pour mettre la main sur tout l'ouest de la Petite Russie. Moscovites et Polonais cherchent alors une solution pacifique au conflit qui commence à leur coûter cher. Les deux camps aimeraient se réconcilier et pouvoir se concentrer sur leurs véritables ennemis, la Suède et l'Empire ottoman. S'engagent alors des pourparlers qui mènent finalement à un traité en 1667. Avec celui-ci, Moscou récupère Smolensk, la Sévérie ainsi que la rive gauche du Dniepr, Kiev comprise. Moscou connaît aussi des conflits avec la Chine, loin à l'est, au sujet de la Sibérie. Ceux-ci se concentrent surtout autour de la forteresse d'Albazine, que Tsing assiège à plusieurs reprises. La frontière entre deux empires ne sera fixée qu'en 1689 par un traité. Alexis le très paisible, lui, meurt en 1676. Lui succède son fils aîné, Fyodor Alexeyevitch, qui est très malade. Il ne règne que 6 ans, mais subit malgré tout de nouvelles guerres, alors que les troupes du sultan ottoman, qui occupent la moitié occidentale de la Petite Russie, s'apprêtent à conquérir l'Ukraine moscovite. Une trêve de 13 ans est signée avec la Pologne-Lituanie en 1680, et une autre de 20 ans avec l'Empire ottoman en 81. Fyodor meurt déjà l'année suivante. Il a alors 2 parents qui pourraient prétendre à lui succéder. Son frère Ivan, âgé de 16 ans, qui a lui aussi la santé fragile, et son demi-frère Pierre, âgé de 10 ans, qui lui se porte très bien. C'est Pierre qui est choisi par le Sobor, mais la sœur d'Ivan, Sophie, refuse sa décision, excite le peuple de Moscou et s'attire le soutien des Streltsy, les arquebusiers qui font la police dans la ville. La capitale tombe entre leurs mains pendant 3 jours. Plusieurs personnalités du gouvernement sont exécutées et leurs maisons pillées, jusqu'à ce que les arquebusiers soient grandement récompensés par Sophie pour ce service. On décrète finalement que la Moscovie aura 2 tsars. Ivan et Pierre régneront ensemble. Et évidemment, le pouvoir réel reste entre les mains de la régente, Sophie. Mais les Streltsy ont goûté au pouvoir. Ils se rebellent encore à 2 reprises et s'emparent du Kremlin, forçant le gouvernement à fuir la capitale. L'événement prend fin alors que les Streltsy se rendent par eux-mêmes à Sophie et par l'exécution de quelques meneurs. Cette régence est aussi marquée par la signature d'un traité de paix perpétuel avec la Pologne en 1686, une alliance dirigée contre la Crimée et l'Empire ottoman. S'ensuit une campagne contre le Rana de Crimée qui est un fiasco où plusieurs dizaines de milliers de Russes perdent la vie. La régente Sophie est affaiblie par cet échec, tandis que le tsar Pierre épouse sa première femme, en 1689. Or, selon la coutume russe, un homme marié est majeur, et un tsar majeur est prêt à régner. Le tsar Pierre, qui devait donc co-régner avec son demi-frère, ne régnait bien sûr pas. Tout le pouvoir était entre les mains de la régente Sophie. En fait, il ne résidait même pas à Moscou, mais dans des bourgs des alentours. Là, pendant son enfance et son adolescence, il développe 2 grandes passions auprès de professeurs hollandais. Les arts de la guerre et ceux de la navigation et de la mer. Peu après son mariage, en août 1689, il exige que Sophie abandonne le pouvoir et s'attire bientôt le soutien de l'armée et des boyards. Un mois plus tard, il envoie également une lettre à son demi-frère Ivan en lui proposant de le libérer du fardeau des affaires de l'État. Dès lors, celui-ci ne tient plus que symboliquement le rôle de tsar. À 17 ans, Pierre devient le seul véritable souverain de Moscou. Mais pour l'instant, le pouvoir ne l'intéresse pas, ou bien il en est exclu. C'est sa mère et sa famille qui l'exercent dans les faits. Le tsar se dévoue alors à ce qui l'intéresse. S'amuser, fréquenter les militaires étrangers de la cour qui lui apprennent l'Europe, découvrir le monde maritime, et organiser des exercices militaires. Sa mère meurt finalement en 1694, alors qu'il a 22 ans. Pierre entreprend à ce moment sa première initiative, la conquête du Rana de Crimée.
L'objectif principal est de s'emparer d'Azov, la cité qui interdit aux Russes l'accès à la mer Noire par le Don. La campagne se solde une nouvelle fois par un échec. La garnison de la cité résiste farouchement et les troupes doivent battre en retraite à travers la steppe sous le harcèlement tatar. Les pertes sont encore plus nombreuses que lors des campagnes précédentes. Mais Pierre n'en démord pas, il veut son accès à la mer. On décide alors de lancer la construction de galères sur le style hollandais à Voronej. Lorsqu'on lance une seconde campagne en 1696, celle-ci navigue le Don en parallèle de l'armée pour pouvoir assiéger Azov par la terre et par la mer. La ville tombe quelques mois plus tard. Enfin, la Moscovie connaît un nouveau succès militaire. Le tsar souhaite pousser en ce sens et ordonne la construction à grands frais de la première véritable flotte russe. Elle coûte près d'une année de revenus au trésor moscovite et restera inutilisable. Mais le point le plus marquant de ce début de règne, c'est sûrement le départ du tsar pour l'Europe. En 1697, il forme une grande ambassade, officiellement pour réaffirmer les liens diplomatiques avec plusieurs états ennemis des Turcs, officieusement pour découvrir ce continent qu'il ne connaît pas et y apprendre plus sur de nombreux sujets, avec en premier lieu la construction navale. Ce voyage est possible parce que le tsar ne gouvernait pas vraiment à Moscou. Les affaires de l'État étaient encore entre les mains de sa famille. Quoi qu'il en soit, ce voyage dure 16 mois et est stoppé par une révolte des Streltsy qui pousse Pierre à rentrer en Moscovie. Là, il participe activement à la répression de ceux-ci. Plus d'1 millier d'entre eux sont exécutés et ces régiments d'arquebusiers d'un autre temps sont démantelés. C'est alors que Pierre commence vraiment son règne. Il sera marqué presque entièrement par la guerre. Une guerre qui s'apprête à faire entrer la Moscovie dans le cercle des puissances européennes. La Grande Guerre du Nord. Le tsar rêve de la mer, mais il ne peut plus s'attaquer à l'Empire ottoman alors que le Habsbourg s'apprête à faire la paix avec celui-ci. Il ne reste alors qu'une option, s'en prendre à la Suède, la grande puissance d'Europe du Nord et la meilleure armée d'Europe. Ce projet est d'autant plus envisageable que Pierre a rencontré le roi de Pologne-Lituanie lors de son retour d'Europe. Les deux souverains se sont très bien entendus et, semble-t-il, se sont mis d'accord pour s'en prendre à leur ennemi commun. En parallèle, la Pologne signe un traité d'alliance avec le Danemark et Moscou fait de même en 1699. Une triple alliance se met en place. Danois et Polonais démarrent les hostilités dès le début 1700. Les Russes, eux, ne font rien, alors que Pierre avait promis de déclarer la guerre dès avril. Pourquoi ? Parce qu'à Moscou, on attend d'abord d'avoir fait la paix avec l'Empire ottoman. Il est hors de question d'avoir à subir 2 fronts alors que s'en prendre à la Suède est déjà audacieux. Celle-ci n'est signée que le 18 août 1700. Or, le même jour, le Danemark déjà vaincu signe la paix avec la Suède. Et dès le lendemain, les troupes russes marchent sur Narva. Entre-temps, les Polonais ont déjà abandonné leur propre siège de Riga, déçus du retard pris par les Russes. Les Suédois en profitent pour traverser la mer à une vitesse stupéfiante et écraser l'armée moscovite à 1 contre 3. La meilleure armée d'Europe vient, en quelques mois, de pousser le Danemark à la reddition, de repousser les Polonais et d'éliminer la menace russe. Sur son armée, le tsar, qui a quitté ses troupes lorsqu'il a appris l'arrivée des Suédois, ne récupère que 23 000 hommes et aucune pièce d'artillerie. L'heure est à la réaction, presque toutes les ressources de l'État sont dépensées pour la guerre. On recrute en masse et fond les cloches d'église en canon. On finance le tout avec de nouveaux impôts, jusqu'à en instaurer un sur le port de la Barbe. L'armée moscovite se modernise pendant toute la durée de la guerre, devenant peu à peu une armée régulière nombreuse, capable de se passer d'officiers étrangers. Son modèle est calqué sur celui de la Suède et agrémenté d'influences polonaises, saxonnes et françaises. La Suède, de son côté, s'inquiète peu de la Moscovie. Son roi, Charles XII, la nouvelle star de l'Europe, part à la conquête de la Pologne-Lituanie. En moins de 2 ans, il prend Varsovie et Cracovie, alors que la République des 2 nations sombre dans la guerre civile. En réponse, les nobles lituaniens font appel au tsar, qui envoie une armée tenir la région, tandis qu'une autre campagne vise la conquête des côtes de la Baltique. Après la prise de plusieurs forteresses, le tsar commence en 1703 la construction de ce qui deviendra plus tard la capitale de son empire, Saint-Pétersbourg. En 1706, l'armée suédoise entre en Saxe, le duché d'origine du roi de Pologne, et ravage celui-ci. Un traité de paix est signé dans la foulée. De son côté, la Moscovie connaît des révoltes partout à l'est. Astrakhan se soulève, les Bachkirs menacent Kazan, tandis que les Cosaques du Don marchent vers Tambov. Pierre doit envoyer des détachements depuis la Baltique pour éteindre l'incendie. La Pologne matée, les troupes suédoises prennent la route de la Moscovie, puis, après s'être emparées de Grodno, bifurquent vers le sud. C'est une grave erreur stratégique. Une armée de renfort est interceptée par les Russes, tandis qu'ils pratiquent la tactique de la terre brûlée contre l'armée principale dirigée par Charles XII. Ce dernier comptait sur le soutien de l'Hetman cosaque en Petite Russie, mais celui-ci est écrasé par les Russes avant même son arrivée. En juin 1709, les Suédois affaiblis sont anéantis à Poltava. Le roi Charles XII fuit en Turquie.
il refuse quelque temps plus tard une offre de paix moscovite. Alors soit, le tsar reprend les conquêtes. Les pays baltes actuels et la Finlande tombent rapidement, tandis que la coalition anti-suédoise se reforme. Le dernier obstacle à la paix, c'est Charles XII, qui refuse d'abandonner la moindre de ses provinces à la Moscovie. C'est seulement après sa mort, en 1718, que des pourparlers s'engagent, retardés par les trop grandes prétentions du tsar et le soutien anglais aux Suédois. La guerre a permis à la Moscovie de se doter d'une armée régulière, et lui offre aussi l'occasion de développer une administration moderne sur le modèle européen. Le pays est divisé en 8 provinces. On met en place un sénat qui doit remplacer le tsar lorsque celui-ci est absent de la capitale. On crée aussi 9 collèges qui tiennent le rôle de ministère, et l'église elle-même est modernisée. Sa direction est placée entre les mains d'un synode, dont les membres ont rang de fonctionnaires. Le souverain est désormais seul chef de l'église. En 1722, on instaure une table des rangs, une hiérarchie des fonctions militaires et civiles au service de l'État. S'élever dans cette hiérarchie par son mérite permet d'accéder à la noblesse, parfois même de façon héréditaire. La condition paysanne est aussi réformée. On abolit la différence entre les kolops, les esclaves, et les paysans libres. Tous sont désormais esclaves d'un seigneur ou de la couronne, et surtout, tous sont désormais soumis à l'impôt. Les mines et les manufactures se multiplient aussi à la demande de l'État. Les paysans peuvent servir servilement dans celle-ci, tout comme ils peuvent être réquisitionnés pour de grands projets. Des centaines de milliers d'entre eux meurent pour fonder Saint-Pétersbourg et des ports maritimes voulus par le tsar. Pour pouvoir financer son immense armée, il abolit aussi l'ancien système d'imposition qui reposait sur la communauté et le remplace par un impôt par tête, dû par tous les hommes adultes, bien plus efficace pour lutter contre l'évasion fiscale, tout en encourageant les paysans à augmenter la taille des terres cultivées. En 1718, Pierre fait aussi condamner à mort son fils aîné qui ne partage pas ses visions pour l'État russe et s'est exilé un temps en Autriche. Après avoir usé du mensonge pour le faire entrer à Moscou, on invente un complot pour l'y faire mourir. La paix avec la Suède n'est signée qu'en 1721. La Moscovie y remporte le littoral de la Baltique dont elle rêvait depuis plus d'un siècle. Mais le tsar vit pour la guerre. L'année suivante, il s'attaque à la Perse et il gagne tout le littoral occidental de la mer Caspienne. Après le traité avec la Suède, le tsar s'était fait décerner par le Sénat les titres de Pierre le Grand, père de la patrie et empereur de toutes les Russies. Ainsi naît l'Empire de Russie. Le tsar se revendique héritier des impérateurs romains, la troisième Rome, héritière de la première. L'empereur meurt finalement le 26 janvier 1725. Il ne laisse derrière lui aucun testament. Lui qui est allé jusqu'à condamner à mort son propre fils pour qu'il ne trahisse pas sa vision de la Russie, est incapable de désigner celui qui devrait poursuivre son œuvre, abandonnant l'État corrompu aux griffes de ses favoris. Pierre le Grand laisse derrière lui plusieurs héritiers potentiels. Ses petits-enfants, nés du fils qu'il a fait exécuter, les enfants de son demi-frère Ivan, et sa dernière femme, Catherine, qui souhaitait sûrement voir lui succéder. La vieille aristocratie russe se prononce en faveur du petit-fils du tsar défunt. Ses anciens favoris, en revanche, défendent Catherine. Or, c'est cette dernière qui a la main sur le trésor, et c'est donc elle que les troupes de la garde impériale suivent, jusqu'à pousser par un quasi-coup d'état à son élection. La Russie connaît sa première tsarine. Elle ne gouverne pas vraiment. Le pouvoir réel reste entre les mains des anciens favoris de Pierre le Grand, et elle meurt seulement 2 ans après son couronnement, en 1727. Lui succède Pierre II, le petit-fils de Pierre le Grand, qui ne garde lui-même la couronne que 3 ans avant de mourir prématurément à 16 ans. Les grandes familles russes s'affrontent alors pour désigner son successeur, et posent leur dévolu sur Anne, la fille du tsar Ivan, le demi-frère de Pierre le Grand, surtout parce qu'elle a vécu toute sa vie loin de Moscou et n'a donc aucun partisan. Ça permet aux grandes familles d'imposer leurs conditions à la nouvelle tsarine. Ils cherchent à mettre en place une monarchie constitutionnelle, laissant la réalité du pouvoir entre les mains d'un haut conseil composé de 8 membres. La noblesse s'y oppose, et pire, la garde s'y oppose. Dès son arrivée à Moscou, l'impératrice Anne, soutenue par celle-ci, déchire les conditions qu'elle avait préalablement acceptées. La Russie restera une autocratie. Avant de devenir tsarine à Moscou, Anne était duchesse de Courlande, un territoire conquis pendant la Grande Guerre du Nord. Alors, quand elle arrive au pouvoir, elle amène avec elle ses favoris qui gagnent les meilleures fonctions de l'État. Ce sont des Danois, des Prussiens, des Westphaliens, des Livoniens, des Courlandais, tous de nouveaux Russes, vus comme des étrangers par la noblesse et le peuple, qui les appellent alors tous Allemands. Sous son règne, Saint-Pétersbourg devient pour de bon la nouvelle capitale de l'Empire. De là, la tsarine se repose sur sa police secrète pour faire régner la terreur. Plus de 20 000 personnes sont déportées en Sibérie jusqu'à sa mort, et les exécutions ne sont pas rares.
La politique du gouvernement de l'impératrice s'illustre par son absence totale de vision politique. Elle n'a pas de grande idée pour la Russie comme Pierre le Grand, et elle se désintéresse des affaires de l'État. Le pouvoir est entre les mains de ses favoris, et tous ont des visions différentes, en plus de s'enrichir aux dépens du pays, ce qui n'a rien de nouveau pour le coup. Ainsi, on passe des réformes modernistes par-ci, d'autres conservatrices par-là. La situation des paysans, en tout cas, se dégrade encore. Ils perdent tous leurs droits et sont tous, désormais, esclaves d'un propriétaire héréditaire ou de la couronne. Le seul moyen d'échapper à cette situation misérable est la fuite. Bon nombre d'entre eux se tournent vers le brigandage pour survivre. Sur le plan extérieur, l'armée russe s'engage dans la guerre de succession de Pologne pour soutenir les prétentions au trône de l'électeur de Saxe Frédéric Auguste. Pour la première fois, Russes, Autrichiens et Prussiens interviennent conjointement en Pologne pour y avancer leurs propres intérêts. Une situation qui ne manquera pas de se répéter. Second théâtre des opérations, l'Empire ottoman. La Russie continue de subir des raids de la part des Tatars de Crimée, vassaux des Turcs, tandis qu'elle aimerait bien mettre la main sur la deuxième moitié de la petite Russie. En 1732 puis 35, elle passe des traités d'alliance avec la Perse, lui restituant les provinces prises par Pierre le Grand 10 ans plus tôt. Et en 1736, on reprend Azov, qui avait été perdu pendant la Grande Guerre du Nord, puis les autres villes de Crimée. L'année suivante, les troupes russes prennent la route de la Moldavie, et après l'échec de pourparlers, s'emparent d'Otchakov en 1739, avant d'écraser l'armée turque à Stavouchani, et de pousser jusqu'à Iassi. C'est à ce moment que l'Autriche signe une paix séparée avec les Ottomans, forçant la Russie à négocier de son côté. Avec cette guerre, qui a coûté la vie à 100 000 Russes, l'Empire ne gagne qu'Azov et la steppe environnante. Ces navires n'ont même pas le droit de naviguer en mer Noire. L'impératrice Anne meurt finalement en 1740 sans enfant. Elle désigne comme héritier le fils de sa nièce, âgé d'à peine 2 mois. Sa mère récupère le rôle de régente. En parallèle éclate la guerre de succession d'Autriche en Europe. La Suède, encouragée par la France et la Prusse, en profite pour déclarer la guerre à la Russie avec 2 objectifs. Récupérer les provinces baltes et provoquer un coup d'état pour renverser le gouvernement de régence russe pro-autrichien, afin qu'il n'entre pas en guerre contre la France ou la Prusse. Dans la nuit du 24 au 25 novembre, Élisabeth, la dernière fille vivante de Pierre le Grand, s'empare du pouvoir avec le soutien de la garde et fait arrêter les principaux conseillers de la régente. D'abord très active à la tête de l'État, elle finira par s'en désintéresser au fil des années et laisser le pouvoir entre les mains de ses proches. Elle utilise pendant tout son règne une part considérable des revenus de l'État pour satisfaire ses besoins, là où pendant le règne de Pierre le Grand, près de 90% des ressources étaient utilisées pour l'armée. Puisqu'on ne peut pas se passer de celle-ci, il faut donc augmenter les revenus pour payer le faste de la cour, et ça passe par l'augmentation des impôts, et donc l'aggravation de la condition paysanne qui représente 96% de la population. C'est d'autant plus grave que ni la noblesse ni le clergé ne payent d'impôts. Le propriétaire terrien peut déplacer, vendre, échanger et léguer comme bon lui semble les serfs qui lui appartiennent. Il peut aussi le juger, le punir et même le déporter en Sibérie. Si c'est le cas, le serf déporté doit partir avec sa femme, mais ses enfants restent au service du propriétaire. Pour combler la baisse de revenus liée aux fuites des serfs, l'État augmente ou crée des taxes sur le sel et la vodka, dont les prix explosent. Le système s'étend aussi en Petite Russie, l'Ukraine actuelle, qui jusqu'ici avait 2 particularités. L'auto-administration des Cosaques, qui choisissaient eux-mêmes leur hetman, et l'absence de servage, puisque les paysans pouvaient offrir leurs services aux seigneurs de leur choix. On inscrit désormais dans la loi qu'un paysan ukrainien doit abandonner tous ses biens s'il décide de quitter son seigneur. En parallèle, le gouvernement supprime les douanes à l'intérieur du pays afin que le commerce intérieur puisse se développer. Il connaît dès lors un véritable essor. Sur le plan extérieur, le règne d'Élisabeth commence en plein milieu d'une guerre contre la Suède, mais celle-ci ne resplendit plus comme avant. Et surtout, la Russie a désormais l'une des plus grandes armées d'Europe. Ses troupes, toutefois, sont encore loin d'être de grande qualité. Les Suédois sont rapidement repoussés, et en 1743, Élisabeth ajoute à ses domaines une petite partie de la Finlande. 3 ans plus tard, la Russie signe un traité avec l'Autriche et engage 30 000 hommes pour la soutenir dans sa guerre de succession, ce qui pousse les autres belligérants à mettre un terme au conflit. Le concert diplomatique s'agite intensément après cette guerre. On assiste à un revirement des alliances, alors que la France et l'Autriche se rapprochent, se trouvant des ennemis communs dans la Prusse et la Grande-Bretagne. La Russie, elle, est courtisée par les 2 blocs. Un fort parti français se développe à Saint-Pétersbourg, mais les Britanniques proposent des sommes très importantes en échange de la protection du Hanovre par les troupes russes. Mais alors que les 2 pays sont sur le point de signer le traité, les Britanniques font volte-face et s'entendent plutôt avec la Prusse. Humiliés, les Russes signent un traité d'alliance avec la France et l'Autriche le 1er mai 1757, près d'1 an après que le roi de Prusse Frédéric II soit entré en Saxe avec son armée. La Russie rejoint alors la guerre de 7 ans. Dès l'été, les troupes russes entrent en Prusse orientale et défont les Prussiens.
mais le maréchal russe hésite à poursuivre l'avancée. En août 1758, Frédéric II repousse l'armée russe près de Zondorf, mais subit lui-même une défaite l'année suivante, à Kunnersdorf. La Prusse résiste désespérément contre 3 armées. En octobre 1760, les troupes russes entrent dans Berlin, et un an plus tard, font tomber la Poméranie. La Prusse est perdue. Mais quand la nouvelle arrive à Saint-Pétersbourg, l'impératrice Élisabeth n'est déjà plus de ce monde. Son héritier, l'empereur Pierre III, qui a été élevé en Allemagne et parle mal le russe, est un grand fan de Frédéric II. Il fait tout comme lui, et sa femme, Catherine, est plutôt favorable à la Grande-Bretagne. Il n'a que faire du prix qu'a payé son empire pour conquérir la Prusse. Dès son arrivée au pouvoir, il donne l'ordre à l'armée de cesser les opérations. Frédéric II est sauvé par un miracle. Le nouvel empereur suscite un mépris général, s'entoure d'une garde composée de déserteurs prussiens, s'en prend à l'église orthodoxe et prépare une guerre contre le Danemark pour étendre le duché d'Holstein, où il est né et dont il est le duc depuis des décennies. Rien de particulièrement choquant en fait, sinon pour le coup de la paix abrupte avec la Prusse. Il ne semble pas être un pire empereur que l'avait été l'impératrice Anne, par exemple. Pourtant, son règne ne dure que quelques mois au cours desquels il passe de bonnes réformes d'ailleurs. Il n'est pas renversé pour son comportement, les Russes ont l'habitude des empereurs moyens. Rien ne l'aurait empêché d'abandonner le pouvoir à quelques favoris. Non, ce qui l'entraîne vers sa chute, c'est l'ambition débordante de son impératrice. Les conjurés qui renversent Pierre III sont peu nombreux. Tout le mérite revient encore une fois à la garde impériale qui soutient le coup de Catherine après avoir entendu des rumeurs sur son démantèlement. On a eu peur de connaître le même sort que Estrelsi et de Pierre le Grand. L'empereur aurait pu fuir par la mer, rejoindre la Poméranie où stationnait encore l'armée russe. Il n'en fait rien, trop indécis pour aller contre son sort. Quelque temps plus tard, il meurt dans des circonstances inconnues, officiellement de maladie. Catherine est élue impératrice de toutes les Russies. C'est une Allemande qui n'a aucun lien avec la Russie, sinon celui d'avoir épousé le duc d'Holstein. Elle en sera pas moins l'impératrice la plus efficace qu'ait connue le pays depuis Pierre le Grand, la seule, depuis longtemps, à prendre en main elle-même les affaires de l'État. Très cultivée, elle tiendra pendant tout son règne une correspondance avec énormément d'étrangers, parraine les plus grands écrivains de son époque, comme Voltaire ou Diderot. Elle se présente comme l'exemple du monarque éclairé, et fait constamment la publicité de l'Empire russe dans le reste de l'Europe. En réalité, elle instrumentalise les théories politiques des Lumières. Jamais elle ne remet en question son statut d'autocrate toute puissante. Jamais non plus elle ne cherche à libérer les paysans de leur statut d'esclaves. Pire, elle l'aggrave. Son règne voit d'ailleurs se dérouler les plus grandes révoltes paysannes qu'ait connu l'Empire. Des centaines de milliers d'entre eux prennent les armes pour abolir leurs conditions d'esclaves et sont écrasés dans le sang par l'armée. Elle distribue d'ailleurs les serfs de la couronne par dizaines de milliers à ses favoris, et étend pour de bon le servage à la petite Russie. Catherine II est l'impératrice de la noblesse. Tout son règne et toutes ses réformes sont faites pour contenter celle-ci. Elle reçoit énormément de privilèges et devient, contrairement à la paysannerie, véritablement libre. C'est d'ailleurs sous son règne qu'est formalisée la propriété privée en Russie. Les premiers titres de propriété officiels sont décernés en 1785. La noblesse pour autant n'est pas riche, à l'exception de quelques familles très spécifiques. Beaucoup de nobles vivent dans la pauvreté, exploitent eux-mêmes leurs terres, mangent avec leurs serfs, et n'ont pas les moyens de donner une éducation à leurs enfants. Cette situation s'explique par le morcellement quasi systématique des terres entre les différents héritiers. La plupart des villages sont partagés entre plusieurs propriétaires. On a l'exemple d'un village de 260 paysans seulement, appartenant à 83 propriétaires. En parallèle, l'administration se modernise et se complexifie intensément pendant le règne de Catherine II. On voit apparaître partout de nouvelles divisions territoriales. Ce qui demandait auparavant une quinzaine de fonctionnaires en prend maintenant une centaine. C'est aussi pendant son règne qu'apparaissent les premières colonies russes en Amérique, de l'Alaska jusqu'à la Californie, pour y récupérer de la fourrure qui se vend à prix d'or en Europe et en Chine. Lorsque l'impératrice arrive au pouvoir, les revenus annuels de l'État s'élèvent à 17 millions de roubles. À sa mort, ils en atteignent 80 millions. Les augmentations d'impôts, l'imprimerie de papier-monnaie et les dettes doivent entretenir la politique étrangère de l'impératrice, qui commence dès 1763 par l'intervention de troupes russes en Pologne après la mort de son roi pour y défendre l'élection d'un candidat pro-russe, qui d'ailleurs a été l'amant de Catherine II 10 ans plus tôt. En accord avec le roi de Prusse Frédéric II, les Russes se font aussi défenseurs des dissidents, c'est-à-dire des orthodoxes et des protestants polonais, dont on demande à ce qu'ils reçoivent les mêmes droits politiques que les catholiques, ce qui n'a d'ailleurs pas le cas en Russie ou en Prusse. Après l'arrestation des opposants, la Diète passe cette réforme en 1767, ce qui provoque la formation de la Confédération du Bar,
une ligue de nobles polonais opposés à l'influence russe. La situation dégénère en conflit armé. Explose en parallèle un soulèvement en Petite Russie polonaise où cosaques et paysans s'en prennent à leur seigneur. Ils s'attaquent même à la ville de Balta, en Moldavie, donc en territoire turc. Le sultan pose alors un ultimatum à l'impératrice, lui demandant de retirer ses troupes de Pologne, ce qu'elle refuse. Encouragé par la France, l'Empire ottoman déclare alors la guerre à la Russie. La lutte se fait sur deux fronts. En Pologne, contre les confédérés du Bar, qui ont levé une véritable armée, et contre la Turquie, face à laquelle on s'empare rapidement de Yassi et de Bucarest. Mieux encore, la flotte turque est anéantie dans la baie de Tchesmé par la flotte de la Baltique. Pour la première fois, la Russie écrase un adversaire en Méditerranée. Ces victoires commencent à inquiéter les voisins. Prussiens et Autrichiens se rapprochent et poussent pour servir de médiateurs dans le conflit. Ils réclament aussi des compensations. Si la Russie s'étend, il serait juste, pour maintenir l'équilibre, qu'ils en fassent de même. Naît alors l'idée d'une partition de la Pologne. En 1772, les trois États signent un traité. La Russie récupère des terres en Biélorussie actuelle, l'Autriche en obtient au sud, tandis que la Prusse gagne le droit de relier ses territoires. Avec ce partage, la Pologne-Lituanie perd près d'un tiers de ses territoires et de sa population. Ce partage était la condition à une victoire contre les Turcs. Le traité passé avec ceux-ci en 1774 offre les rives de la mer Noire et la Karbada à Saint-Pétersbourg, tandis que le Rana de Crimée devient un état fantoche russe. Celui-ci est annexé 9 ans plus tard. On fonde alors Sébastopol et la flotte de la mer Noire. Cette annexion viole le traité signé avec les Turcs. En réponse, ceux-ci déclarent une nouvelle fois la guerre à sa turbulente voisine. La Russie s'impose encore une fois sur terre et sur mer. Elle gagne, en 1792, une part supplémentaire du littoral de la mer Noire. Là, on fonde Odessa. Alors qu'à l'ouest commencent les guerres de la Révolution française, à l'est, on se partage la Pologne. Le pays est annexé après les partages de 1793 et 96. Pour la première fois de l'histoire moderne européenne, un grand État disparaît complètement. La Russie, elle, est plus grande que jamais. Lorsque Catherine II arrive au pouvoir, elle comptait 19 millions d'habitants. En 1796, à sa mort, elle en compte 36 millions. Un siècle auparavant, personne en Europe ne prenait la Moscovie au sérieux. On la jugeait tout juste capable d'affronter les Tatars à l'est. À la mort de Catherine II, l'Empire de Russie est une grande puissance sans laquelle il n'est plus possible de composer. S'il ne lui a fallu qu'un siècle pour s'élever, il ne lui en faudra pas plus pour s'effondrer dans le fracas de la pire guerre civile qu'ait connue l'Europe. « 1796. L'impératrice Catherine II vient de s'éteindre. Pendant son long règne, l'Empire russe s'est largement étendu aux dépens des Turcs et de la Pologne, qui a disparu de la carte, partagée entre ses voisins. En 34 ans, la population de l'Empire est passée de 19 à 36 millions d'habitants. Il regroupe énormément d'ethnies très différentes, des Tatars, Turcs, Mongols, Finlandais, Lituaniens, tous les peuples sibériens, mais surtout une bonne partie de Slaves avec les Polonais à l'ouest, les petits Russiens qui parlent l'ukrainien au sud, les blancs Russiens qui parlent le biélorusse, et évidemment les Russes ou grands Russiens. Le budget de l'État, lui, est passé de 17 à 80 millions de roubles, alors que son armée est la plus grande du continent, du haut de ses près de 380 000 hommes. Bref, la Russie est devenue une grande puissance, sans laquelle il n'est plus possible de composer en Europe. Et justement, le continent est secoué par un séisme à la fin du règne de l'impératrice. La Révolution française provoque des troubles et des réactions jusqu'à Saint-Pétersbourg. Les guerres ne sont pas à attendre et ravagent bientôt l'Occident. La Russie reste, elle, à l'écart de ces conflits pour l'instant. Quand Catherine II meurt, ses armées sont plutôt engagées à l'Est, en Perse. Sa mort met un terme aux opérations, tandis que le pouvoir glisse pour une fois sans trouble entre les mains de son fils, Paul Ier. Le nouvel empereur veut que la Russie vive en paix. Il était opposé au partage de la Pologne et fait libérer les officiers polonais qui avaient été enfermés par sa mère. Il indemnise même ceux-ci en leur offrant 1 millier de serfs chacun. D'autres prisonniers ou exilés politiques sont également libérés ou libres de rentrer à la capitale, notamment ceux que Catherine II avait fait enfermer à cause de leur lien avec la franc-maçonnerie. Paul Ier, lui, est très proche de celle-ci. Il restreint aussi grandement les privilèges de la noblesse mis en place par sa mère, arrange un peu la condition paysanne en interdisant la vente aux enchères des serfs, ordonne le port exclusif du costume russe et fait porter l'uniforme prussien à l'armée. Le nouvel empereur, malgré ses désirs de paix, soutient les monarchistes français et déploie de grands efforts pour former une nouvelle coalition,
Il s'allie même avec l'Empire ottoman, chose difficilement envisageable quelques années plus tôt. Et pour la première fois, une flotte russo-turque traverse le Bosphore pour déloger les Français des îles Ioniennes, tandis que les troupes russes luttent en Italie et en Suisse. Mais déçu par ses alliés, il finit par œuvrer à un rapprochement avec Bonaparte. N'empêche que Paul Ier est avant tout un tyran, un autocrate en tout qui outrepasse toutes les lois et coutumes qui limitaient jusqu'ici un peu le pouvoir impérial. Ses réformes et ses abus lui attirent l'hostilité de la noblesse. On conspire contre lui, rêvant de le renverser au profit de son héritier, Alexandre, et on gagne pour ça le soutien des Anglais. Dans la nuit du 11 mars 1801, alors que les préparatifs d'une guerre contre la Grande-Bretagne vont bon train, les officiers de la garde font irruption dans la chambre de l'empereur et l'assassinent. Quelque temps plus tard, son fils, Alexandre, mis au courant du complot, se présente devant la garde comme nouvel empereur de toutes les Russies. Bientôt, le nouveau souverain offre le pardon à près de 12 000 personnes condamnées par son père, amnistie les Russes réfugiés à l'étranger, rétablit les privilèges de la noblesse, ouvre les frontières, supprime la police secrète et interdit la torture lors des interrogatoires. Il s'attaque aussi au problème du servage. Plutôt que d'abolir celui-ci, ce qui risquerait de crisper la noblesse, il fait plutôt passer une loi qui autorise aux paysans de détenir des biens, privilèges auparavant réservés aux nobles. En 1801, les propriétaires sont autorisés à vendre leur liberté aux paysans, mais la mesure n'aboutira qu'à la libération de 47 000 serfs pendant le règne d'Alexandre Ier. Le nouvel empereur encourage aussi la colonisation de la Nouvelle-Russie, cette terre prise aux Turcs et aux Tatars par Catherine II. Odessa devient un grand port commercial et la région une grande productrice de blé. Alexandre Ier se démarque aussi en ce début de règne par sa tolérance religieuse. Les vieux croyants cessent d'être persécutés et gagnent même le droit de construire leurs propres églises. Catholiques et protestants gagnent de larges privilèges, tandis que les juifs, nombreux dans l'Empire depuis l'annexion de la Pologne, connaissent une amélioration de leur situation, bien qu'ils souffrent toujours de plusieurs interdictions, avec, en premier lieu, celle de vivre à la campagne. Mais surtout, Alexandre Ier sait qu'il a hérité d'une puissance de premier plan. Il est convaincu qu'il doit intervenir dans les conflits européens pour garder sa place. Dès 1804, il envoie un diplomate à Londres pour y décider du destin du continent après la chute de Napoléon. L'ogre n'est même pas encore tombé qu'on s'imagine déjà pouvoir se partager ses restes. À Saint-Pétersbourg, on rêve d'une domination russo-anglaise sur l'Europe. Ça aboutit à la signature d'un traité en 1805 auquel l'Autriche se rallie rapidement. Cette nouvelle coalition ne fait pas de miracle. Les troupes autrichiennes sont piégées en Bavière et poussées à la capitulation, tandis que la bataille d'Austerlitz met un terme aux rêves russes. Le conflit reprend en 1806 alors que la Prusse se retourne contre la France, poussée en ce sens par le blocus de ses ports par les flottes britanniques et suédoises. L'Empire ottoman profite de la situation pour fermer ses détroits aux navires d'Alexandre Ier. Les Russes font alors irruption en Moldavie et en Valachie. Quoi qu'il en soit, les armées prussiennes sont écrasées en une semaine seulement à Iéna et à Auerstedt. Les Russes sont contraints à défendre la Pologne. Les batailles qui s'ensuivent sont particulièrement meurtrières pour les deux camps. Après des dizaines de milliers de morts et de blessés, la bataille décisive a lieu à Friedland et provoque la débandade des troupes russes. Alexandre accepte enfin de négocier alors que ses finances sont au plus bas et que Londres lui refuse un prêt. Les deux empereurs se rencontrent sur le fleuve Niemen. On y signe la paix et une alliance dans la foulée. Pourtant défaite, la Russie ne souffre d'aucune perte territoriale. Mieux, elle gagne la région de Bialystok sur la Prusse. Alexandre Ier sauve sa voisine que les Français voulaient rayer de la carte, mais accepte la création d'un duché de Varsovie en Pologne et la cession à la France des îles Ioniennes, jusqu'ici sous protectorat russe. Et surtout, la Russie se rallie au blocus continental contre la Grande-Bretagne. Alexandre Ier est satisfait de ces accords qui reconnaissent la position centrale de son empire dans le concert diplomatique européen. Mieux, cette alliance ouvre de nouvelles opportunités ailleurs. Dès 1808, l'armée russe s'engage dans une guerre contre la Suède qui dure 1 an et demi et s'achève par la conquête de la Finlande. L'Empire russe y gagne 250 000 km² et 850 000 habitants. Les troupes russes poursuivent aussi le conflit engagé contre les Turcs en 1806 au sujet de la Moldavie et la Valachie. On cherche là également à soutenir les insurgés serbes qui sont en révolte ouverte contre Constantinople depuis plusieurs années. Il faut attendre 1812 pour qu'un traité soit signé entre les deux pays. La Russie y remporte la Moldavie orientale et la Bessarabie. Une autre guerre, enfin, accourt à l'est contre la Perse au sujet du Caucase. Celle-ci éclate dès la première année du règne d'Alexandre Ier au sujet du Tsarat de Géorgie et ne prend fin qu'en 1813 par l'annexion d'une bonne partie de la région. En parallèle de tout ça, la Russie n'intervient plus en Europe de l'Ouest.
Mais elle s'inquiète de plus en plus de l'agrandissement du duché de Varsovie et des difficultés économiques auxquelles elle fait face à cause du blocus continental. On sait déjà la guerre inévitable entre les deux géants russes et français. En juin 1812, Napoléon lève la grande armée et franchit le Niémen sans déclaration de guerre. 600 000 Français, Prussiens, Autrichiens, Polonais et autres s'enfoncent en Russie. L'armée du tsar, bien moins nombreuse, recule en appliquant la tactique de la terre brûlée. Les locaux ne soutiennent pas les Français. Les campagnes de conscription russes connaissent un franc succès. Une première bataille se déroule à Borodino fin août 1812. Elle n'a rien de décisif. L'entrée de Napoléon dans une Moscou en flammes ne pousse pas plus le tsar à la reddition. S'ensuit une meurtrière retraite au travers de l'hiver russe. Alexandre Ier se fait alors le principal artisan d'une 6ème coalition. L'étau se resserre inexorablement. Paris capitule le 31 mars 1814 et l'empereur abdique le 11 avril. Un bref retour de celui-ci en 1815 n'y changera rien. De toute cette histoire, la Russie gagne la majorité du Grand-Duché de Varsovie. Alexandre Ier devient le sauveur de l'Europe et tsar de Pologne. Pour assurer la paix en Europe et éviter de nouvelles révolutions, l'empereur invente la Sainte Alliance qui unit la Russie à la Prusse et l'Autriche. Mais cette politique extérieure se fait à grands frais. À la fin de sa vie, en 1825, la Russie d'Alexandre Ier entretient une armée de près d'1 million de soldats en temps de paix. L'empereur fait aussi l'expérience de réformes libérales pendant cette seconde moitié de règne. Il permet l'abolition du servage dans les provinces baltes à la demande des nobles locaux et offre une constitution et une diète à la Finlande et la Pologne, bien qu'il reste autocrate en Russie. Il a pendant tout son règne l'envie de mener de grandes réformes libérales, mais n'ose que rarement sauter le pas, par peur des réactions hostiles de la noblesse. Le système russe ne connaît donc pas de grandes révolutions pendant le règne d'Alexandre. Et quand il meurt en 1825, l'Empire fait face à une nouvelle crise de succession. Alexandre Ier meurt sans héritier. Le pouvoir devrait donc revenir à son frère cadet, le grand-duc Constantin. Mais celui-ci n'a pas envie de régner, et des doutes planent sur sa succession depuis qu'il a épousé une noble polonaise catholique, ce qui est inacceptable pour un tsar orthodoxe. Dès 1823, Constantin renonce au trône. Alexandre Ier désigne alors un autre de ses frères pour lui succéder, Nicolas. Lorsqu'il meurt, Nicolas prend donc la tête de l'État. Mais préférant suivre scrupuleusement la loi de succession, la garde refuse de le reconnaître et offre le trône à Constantin, qui le refuse dans la foulée avant de prêter serment à son petit frère. Les officiers de la garde n'ont alors d'autre choix que de reconnaître Nicolas empereur de toutes les Russies, du moins une partie d'entre eux. D'autres unités entrent en révolte et occupent la place du Sénat. Elles sont plus tard matées par l'artillerie. Les meneurs sont exécutés et les autres conjurés envoyés au bagne en Sibérie ou mourir à la guerre comme simples soldats. Ces officiers cultivés et leurs hommes se battaient pour instaurer une république ou une monarchie constitutionnelle. Ils prônaient la fin de l'esclavage pour la paysannerie. L'opinion publique ne pardonnera jamais à Nicolas Ier la répression cruelle des conjurés. Ils deviennent des martyrs dont la réputation ne fera que croître, tandis que les idées libérales toucheront de plus en plus en profondeur la société russe. Le nouvel empereur règne en autocrate dans une dimension encore jamais vue. Il prend lui-même la tête de toutes les affaires de l'État. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne se repose sur aucun favori. Pour l'appuyer, il crée la chancellerie personnelle de Sa Majesté, divisée en plusieurs sections. La première l'aide à gouverner, en préparant les documents à son intention et en veillant à ce que ses ordres soient exécutés. La deuxième compile les lois de l'Empire pour en tirer un code plus lisible. La troisième est formée par une police secrète qui doit surveiller les intellectuels russes et les étrangers. Et une cinquième, enfin, se penche sur la question de l'abolition du servage, qui est voulu par l'empereur, mais qui ne sera pas appliquée pendant son règne, car jugée impossible. Cette administration est soutenue par un développement rapide de la bureaucratie. Le nombre de fonctionnaires quadruple entre 1800 et 1856, en s'approchant de la centaine de milliers. Ils ont une mauvaise réputation, entre autres parce que plus de la moitié des postes de hauts fonctionnaires sont occupés par des Allemands, alors même qu'ils représentent moins d'1% de la population. On les juge souvent plus efficaces, mieux formés et plus fidèles. Nicolas Ier dit lui-même « Les Russes servent la Russie, les Allemands me servent moi ». L'empereur impose aussi une nouvelle idéologie officielle qu'on pourrait synthétiser en 3 mots. Orthodoxie, autocratie et caractère national. C'est une idéologie conservatrice qui remet au centre les valeurs nationales et la religion, ce qui est une rupture avec le despotisme éclairé des Lumières porté par les tsars depuis Catherine II. Celle-ci est appliquée dans l'enseignement secondaire et à l'université.
On supprime des matières comme l'économie politique ou la statistique et les remplace par de l'histoire sainte ou de la théologie. Les cours universitaires sont désormais soumis à la censure et le nombre d'étudiants doit être plafonné à 1800 pour tout l'Empire. L'intelligentsia russe développe de son côté deux courants intellectuels opposés. Les slavophiles placent au centre de leur réflexion la Russie et sa place dans l'histoire du monde. Ils sont foncièrement patriotes et très critiques envers l'Occident et ce qu'il représente, comme le catholicisme, le parlementarisme et le capitalisme. Pour eux, la Russie doit libérer les peuples slaves et sauver le monde de la révolution. Au contraire, les occidentalistes tirent leurs idées de l'Europe de l'Ouest et de ses grands penseurs comme Hegel, Saint-Simon, Proudhon puis Marx. Ils sont acquis aux idées libérales et socialistes. Pour eux aussi, la Russie tient une place unique dans l'histoire de l'Europe, mais parce qu'elle doit apporter la révolution au monde. Ces courants idéologiques en accompagnent un autre venu d'Allemagne, le nationalisme, qui touche bien sûr les élites des peuples soumis aux Russes, comme les Polonais et les Finlandais, mais aussi les élites des peuples slaves de l'Est, dont la langue et l'histoire diffèrent de celles des Russes, comme les Ukrainiens et les Biélorusses, qui commencent à théoriser leur droit à la souveraineté. Le règne de Nicolas Ier est alors marqué par une lutte constante contre la révolution et le nationalisme, autant à l'intérieur de l'Empire qu'à l'extérieur. Mais le règne commence dès 1826 par une guerre contre la Perse, qui profite des troupes de succession pour engager deux campagnes successives dans le Caucase. Elles aboutissent sur deux échecs. La Russie y gagne les Rana de Nakhichevan et d'Erivan. En parallèle, les troupes russes luttent contre les locaux tchétchènes et autres pour mettre la main sur les montagnes caucasiennes. Cette guerre périphérique durera pendant tout le règne de Nicolas Ier. On s'attelle ensuite à régler la question d'Orient. D'abord, on profite des troubles internes que connaît la Turquie pour la forcer à signer la convention d'Akerman en 1826. Avec celle-ci, les troupes turques doivent évacuer la Moldavie et la Valachie et offrir une autonomie élargie à la Serbie. Puis, en 1827, on passe à traiter avec la France et la Grande-Bretagne pour soutenir les Grecs qui sont en révolte contre le sultan depuis 6 ans. Mais, comme la Turquie refuse de céder, on coule sa flotte dans la baie de Navarin. Après cette bataille, le sultan dénonce la convention d'Akerman et déclare la guerre à la Russie. En un an seulement, les troupes de Nicolas Ier occupent le Caucase turc à l'est et poussent jusqu'à Andrinople à l'ouest. Avec la médiation forcée de la France et de la Grande-Bretagne, on signe en 1829 le traité d'Andrinople, qui permet aux Russes de mettre la main sur le delta du Danube, le littoral de la mer Noire et le Caucase ottoman. Les droits à l'autonomie moldave, valaque et serbe sont aussi réassurés. C'est alors que le spectre de la révolution refait surface. En 1830, après Paris et Bruxelles, c'est Varsovie qui se soulève suite à l'augmentation du prix du pain, de la bière et de la vodka. La révolte s'étend bientôt à toute la Pologne et dégénère en véritable guerre civile. Les Polonais remportent plusieurs victoires contre l'armée russe. À Grodcho, en février 1831, 40 000 Polonais tiennent tête à 60 000 Russes. Il faut attendre septembre pour que Varsovie finisse par retomber entre les mains du tsar. Le royaume de Pologne est alors démantelé et directement intégré à l'Empire russe. On règle finalement la question d'Orient pacifiquement en 1833. Nicolas Ier tisse une alliance avec le sultan ottoman. En échange de la protection des troupes russes contre l'Égypte, les Turcs promettent de fermer les détroits du Bosphore aux navires ennemis du tsar. Dès lors, la Russie ne souffre plus d'aucune menace, d'autant qu'elle s'est aussi rapprochée de la Prusse et de l'Autriche. L'armée russe compte alors plus de 800 000 hommes. C'est 6 fois plus que la Grande-Bretagne et la Prusse, 3 fois plus que la France et l'Autriche. La Russie est un géant militaire, mais elle reste un nain économique, ce qui va peu à peu la freiner dans la modernisation de son armée. Lorsqu'éclate le printemps des peuples en 1848, après une troisième révolution à Paris, le tsar s'engage pour défendre ses alliés voisins contre l'esprit révolutionnaire. Si, comme il le dit lui-même, pas une goutte de sang ne sera versée pour ces misérables Français, il envoie ses troupes dans ses provinces orientales pour calmer l'agitation qui commence à se faire sentir chez les Polonais, les Ukrainiens, les Biélorusses et les peuples baltes. Puis, en mai 1849, 150 000 soldats russes entrent en Hongrie pour y mater les révolutionnaires et sauver l'Empire d'Autriche. Mais le conflit le plus marquant du règne de Nicolas Ier, c'est celui qu'il déclare en 1853 lorsque ses armées pénètrent dans les principautés danubiennes et que sa flotte anéantit les navires turcs dans la baie de Sinop. Pour légitimer cette guerre, il avance le refus du sultan de lui reconnaître une suzeraineté sur les peuples orthodoxes de l'Empire ottoman. En réalité, l'objectif est de chasser ceux-ci des Balkans et de s'emparer de Tsargrad, Constantinople. Or, le tsar comptait sur le soutien autrichien dans sa manœuvre, il n'en reçoit aucun. Pire, celle-ci se révèle hostile aux ambitions russes, ce qui pousse ses troupes à évacuer la Moldavie, tandis que la France et la Grande-Bretagne envoient une escadre soutenir le sultan en mer Noire.
Les ports russes sont bombardés en mer Noire, dans la Baltique et le Pacifique, avant que l'armée coalisée franco-anglo-turque ne débarque en Crimée avec comme objectif de s'emparer de Sébastopol, bientôt rejointe par les soldats italiens du Piémont. Les troupes russes sont nombreuses mais mal équipées et mal formées. Leur tactique a un grand retard sur celle des Occidentaux. Elles sont incapables de s'imposer. Apprenant de jour en jour les nouvelles des défaites, Nicolas attrape la grippe et s'éteint soudainement le 2 mars 1855, laissant à son fils la lourde tâche d'assumer la seule défaite de son règne. Après avoir accédé au pouvoir, le nouvel empereur Alexandre II poursuit la guerre pendant quelques temps. Ce n'est qu'en 1856 qu'il s'assoit à la table des négociations et signe le traité de Paris. Avec celui-ci, il cède le delta du Danube aux Turcs et une partie de la Bessarabie à la Moldavie. Accepte de placer celle-ci ainsi que la Valachie et les Critères d'Orient sous protectorat international et neutralise la mer Noire et les détroits. Le couronnement du nouveau souverain s'accompagne de l'amnistie de 9000 personnes et permet le retour au pays des révolutionnaires de 1825, tandis que la censure de la presse et des livres et le contrôle des universités sont assouplis. Si Nicolas Ier n'avait fait qu'ajuster ce qui devait l'être, Alexandre II, lui, s'apprête à mener de grandes réformes libérales afin de pallier le retard évident dont son empire souffre face à l'Occident. Le servage est aboli en 1861. Les anciens serfs deviennent des sujets ruraux libres de disposer d'eux-mêmes et de leurs biens. Les propriétaires terriens perdent le droit de les punir, de les déplacer et de les vendre. Les paysans sont organisés en communes au sein desquelles sont partagées les terres et le poids des impôts. Les décisions y sont prises démocratiquement. La liberté est collective, pas individuelle, ce qui colle assez bien avec le fonctionnement traditionnel des communautés villageoises russes. Toutefois, les serfs récupèrent en général des terres plus réduites que celles qu'ils cultivaient à la base, et ils doivent en plus payer pour celles-ci. Pour contenter les familles fortunées, l'empereur étouffe les paysans et les nobles les moins aisés, c'est-à-dire près de la moitié d'entre eux. Des révoltes éclatent bientôt en province et dans les villes, elles sont réprimées dans le sang. Une nouvelle révolte générale embrase la Pologne en 1863, il faut 1 an pour mater celle-ci. L'année suivante, on réforme la justice. Tous sont désormais égaux face à celle-ci, tandis qu'on instaure des jurys populaires et qu'on officialise la profession d'avocat. Toutefois, un attentat au pistolet contre l'empereur en 1866 pousse celui-ci à freiner les réformes libérales. On resserre la vis dans l'enseignement secondaire et à l'université. On limite beaucoup l'usage de l'ukrainien dans la presse et la littérature et celui du polonais à l'université. On produit enfin une loi sur le service militaire en 1874 qui établit la conscription pour tous les sujets de l'Empire âgés de 20 ans. La durée de ce service dépend du niveau d'instruction. 6 ans si on n'est pas éduqué, 4 ans si on a été à l'école primaire et 6 mois si on a un diplôme universitaire. C'est donc sur la paysannerie que repose principalement le poids de cette réforme. Le poids de la guerre de Crimée, quant à lui, se fait ressentir sur la diplomatie russe. Alexandre II abandonne le rôle de gendarme de l'Europe dont s'était paré son père. Il évite de trop s'immiscer dans les affaires de ses voisins. Il n'intervient pas quand la Prusse et l'Autriche entrent en guerre en 66, ni quand la Prusse et la France s'affrontent en 70. En 1872, il s'engage dans l'alliance des 3 empereurs avec la Prusse et l'Autriche. Imaginée par Bismarck, elle vise avant tout à interdire toute possibilité de vengeance à la France. Malgré ce relatif retrait, Alexandre II est contraint d'intervenir dans les Balkans en 1877, alors que les Bulgares, en révolte contre l'Empire ottoman, subissent de grands revers. Les troupes arrivent aux portes de Constantinople l'année suivante. La médiation des Britanniques et des Autrichiens freine les intérêts russes. Le congrès de Berlin de 1878 ne donne naissance qu'à une petite Bulgarie, mais permet aux Russes de récupérer la partie perdue auparavant de la Bessarabie, ainsi que Kars et Batumi à l'est. Les Balkans sont particulièrement divisés par ce réarrangement. Le Congrès sème les graines de instabilité chronique qui caractérisent la région. La Russie connaît de plus grands succès en Orient. L'imam Shamil, qui dirigeait les Tchétchènes et autres résistants caucasiens, est capturé en 1859. La région est pacifiée quelques années plus tard. De l'autre côté de la Sibérie, on profite de l'affaiblissement de la Chine pour récupérer la rive gauche de l'Amour en 1858 et une bonne moitié de la Mandchourie en 1860. Là, on fonde Vladivostok, tandis qu'on obtient du Japon le sud de l'île de Sakhaline en 75 en échange des îles Kouril. Mais les avancées les plus impressionnantes sont réalisées en Asie centrale. Les Rana qui ne reconnaissaient que symboliquement la suzeraineté russe tombent les uns après les autres. Tachkent est prise en 1865, Khiva et Boukhara en 73,
le Kokand annexé en 76 et Ashkabad en 81. La Grande-Bretagne en vient à s'inquiéter de ces avancées russes qui pourraient menacer l'Inde. L'hostilité entre les deux empires croît de plus en plus. Enfin, l'Alaska est vendu aux États-Unis pour 7,2 milliards de dollars en 67. La Russie avait besoin de liquidités et trouve là un bon moyen d'éviter la conquête de ce territoire par les Britanniques. Surtout, le règne d'Alexandre II est à l'origine d'une polarisation de l'intelligentsia de plus en plus marquée entre conservateurs et progressistes. Celle-ci apparaît au début des années 1860, alors qu'une profonde déception se fait ressentir à propos de l'abolition du servage, qui apparaît comme une vaste escroquerie. Non seulement le paysan ne recevait que la moitié de la terre qu'il avait cultivée, mais en plus, il devait verser une contribution pour qu'elle lui appartienne définitivement. Poussée par les progrès scientifiques, la nouvelle génération de gauche devient foncièrement révolutionnaire. On veut soulever les masses paysannes et renverser l'État et l'Église, vus comme des institutions archaïques vouées à disparaître. Ce mouvement finit par se scinder en plusieurs doctrines. L'une d'entre elles, minoritaire, prône le terrorisme et enchaîne les assassinats politiques pendant tout le règne d'Alexandre II. L'État réagit en limitant les libertés de tous les Russes, alors même qu'en 1880, au moment où le risque terroriste est le plus haut, la police fait état de moins de 1000 crimes politiques pour une population de près de 100 millions d'habitants, tout en sachant que la définition de crime politique est plus qu'élargie en Russie. Cette surréaction à un courant plus que minoritaire finit par faire pencher l'opinion publique vers la gauche. L'homme de la rue choisit le plus souvent de soutenir la jeunesse idéaliste plutôt que l'État tout-puissant, ce qui transparaît régulièrement dans les avis des jurés populaires au tribunal, qui acquittent souvent les jeunes radicaux même lorsqu'ils sont coupables d'attentats. Les conservateurs, eux, qui se construisent en opposition aux radicaux de gauche, s'opposent à toute évolution libérale de la vie publique. Ils rêvent d'un pouvoir fort sans parlement et sans centralisation. Ils trouvent leur modèle dans l'ancienne Moscovie. Ces conservateurs en viennent à soutenir inconditionnellement le régime impérial. Avec le temps, ils virent de plus en plus vers la xénophobie et l'antisémitisme. En opposition aux révolutionnaires, naissent en Russie les germes d'un état policier. Dès 1878, il devient possible aux gendarmes de détenir ou d'exiler une personne à partir d'une simple suspicion. Un individu pouvait être considéré comme criminel sans aucune preuve et sur le seul doute de sa culpabilité. En 1879, on instaure dans plusieurs grandes villes des gouverneurs généraux provisoires qui peuvent déférer devant des cours martiales et exiler administrativement toute personne suspectée d'en vouloir à l'État ou qui risquerait de troubler l'ordre public. La Russie tsariste introduit à ce moment le prototype des polices politiques du XXe siècle. Cette base sera reprise par les soviétiques quelques décennies plus tard. Tout cet organe de répression se révèle au final plutôt inefficace pour lutter contre le terrorisme politique, pourtant porté par un nombre très réduit d'individus. Si bien qu'après avoir échappé souvent par chance à plusieurs tentatives, l'empereur Alexandre II est mortellement blessé par un attentat à la bombe le 1er mars 1881. Comme souvent, le nouvel empereur arrive au pouvoir du jour au lendemain après un événement inattendu sans s'y être préparé. Et comme souvent, il cherche à défaire ce qui a été entrepris par son prédécesseur. Alexandre III, en l'occurrence, refuse de poursuivre la voie du libéralisme et fait marche arrière sur plusieurs réformes entreprises par son père, à l'exception de celle sur le servage, évidemment. Dès 1881, il renforce cette ébauche d'état policier en soumettant les tribunaux à l'administration et crée des services spéciaux de maintien de l'ordre. Cette nouvelle police politique prend le nom d'Okhrana et obtient des pouvoirs plus qu'élargis. Ce décret devait être provisoire, mais il sera sans cesse renouvelé jusqu'à la chute du régime impérial, et repris par les soviétiques plus tard. Alexei Lopoukhin, chef du département de police entre 1902 et 1905, écrit une fois la retraite que le décret du 14 août 1881 avait mis toute la population de Russie sous le joug des fonctionnaires de la police politique. La mise en place de ce proto-état policier est une tentative de la couronne de reprendre le contrôle de la société, mais c'est la bureaucratie et la police qui en tirent les vrais bénéfices. Désormais, le souverain n'est autocrate que par le bon vouloir de ses institutions. Le journaliste états-unien George Kennan, qui voyage longtemps en Russie, écrit en 1888 « La police et le ministère de l'Intérieur à sa tête contrôlent grâce au passeport les mouvements de tous les habitants de l'Empire. Elle surveille en permanence des milliers de suspects. Elle vérifie et certifie aux tribunaux les possibilités de faillite. Elle organise des enchères d'objets invendus au mont-de-piété. Elle certifie l'identité de pensionnaires et de toute personne qui en ont besoin. Elle supervise la réparation de routes et de ponts. Elle surveille les représentations théâtrales, les concerts, les tableaux, les programmes des théâtres, les affiches et les publicités de rue.
Elle collecte les statistiques, applique les règlements sanitaires et fait appliquer le respect de milliers d'ordres et règlements en tout genre, destinés à promouvoir le bien-être du peuple ou assurer la sûreté de l'État. La législation concernant les fonctions de la police représente plus de 5000 sections dans le Svodzakonov, ou corps des lois russes, et il n'est pas exagéré de dire que dans les villages, loin des centres d'éducation et de civilisation, la police représente le régulateur omniprésent et omnipotent de toute la vie humaine, une sorte de substitut bureaucratique incompétent de la divine providence. La police devient omniprésente et brutale, mais elle reste terriblement inefficace. Pendant tout le règne d'Alexandre III, elle ne détient et n'interroge que 4000 personnes pour crimes politiques, ce qui est évidemment un chiffre dérisoire par rapport à la taille de l'Empire et le nombre d'opposants de tous bords qu'on y trouve. Surtout, l'État pousse lui-même la société à se radicaliser. Il ne fait aucune différence entre les différentes formes d'opposition, conservatisme, nationalisme, libéralisme, démocratisme, socialisme et anarchisme. Les sujets qui ont des choses à reprocher au gouvernement, comme les étudiants et les ouvriers, sont poussés à se radicaliser et à adhérer aux voies révolutionnaires, alors même que rien ne les rapproche. L'État impérial réalise l'impossible, l'union politique de toute l'opinion publique contre lui, de la gauche socialiste révolutionnaire jusqu'à la droite slavophile. Sous Alexandre III aussi, le capitalisme se développe enfin vraiment en Russie. Il est très mal accueilli par toutes les tranches de la population, mais il apporte au pays une véritable croissance économique, tandis que les mesures des différents ministres des Finances, droits de douane et monopole sur la vodka, lui offrent un budget positif. La Russie connaît une balance commerciale clairement positive, mais elle repose en énorme majorité sur l'exportation de biens agricoles. Ils en représentent près de 78% en 1897. L'industrie se développe malgré tout. En 1914, la Russie sera la 4e puissance industrielle et la 6e puissance commerciale. Le règne de l'empereur est aussi marqué par son nationalisme et celui de ses ministres. On méprise les peuples non russes de l'Empire, et ils sont nombreux. On est même méfiant envers les Ukrainiens. Mais les deux peuples qu'on hait le plus, ce sont les Polonais et les Juifs. Les premiers en tant que nation pour le désordre qu'ils provoquent et leur hostilité envers l'Empire, et les seconds principalement pour des raisons religieuses. L'antisémitisme russe ne se part pas de théories raciales comme en Occident. De nombreuses mesures sont prises à l'encontre de ces derniers pendant le règne d'Alexandre III. Les lois anti-juives forment un volume de près de 1000 pages. Ces persécutions provoquent la fuite de beaucoup d'entre eux. Entre 50 et 60 000 personnes partent chaque année, et en 1892, après l'expulsion des juifs artisans de Moscou, le chiffre des départs atteint 137 000 personnes. Le dernier grand point de ce règne, enfin, c'est le rapprochement franco-russe. Celui-ci est encouragé par l'énorme empire allemand apparu à la frontière russe après 70, et le fait qu'aucun autre pays que la France ne cherche vraiment de rapprochement avec Saint-Pétersbourg à ce moment. En août 1891, les deux pays signent un premier accord confidentiel, qui se transforme en alliance militaire l'année suivante. On confirme enfin cette entente cordiale avec un dernier traité en 1894. D'un coup, la France et la Russie sortent ensemble de leur isolement respectif. Or, c'est aussi en 1894 qu'Alexandre III meurt prématurément, à seulement 49 ans. Le nouvel empereur marche sur les pas de son père. Pour une fois, il poursuit dans la voie du conservatisme, et surtout, il refuse en tout point de porter atteinte à son statut d'autocrate. Il exècre les idées libérales et les constitutions. Il profite aussi des avancées faites pendant le règne de son prédécesseur. Le système financier est plus stable que jamais et encourage le développement de l'industrie. L'industrie lourde et les chantiers navals poussent à Saint-Pétersbourg, tandis que l'industrie textile se porte très bien à Moscou et Vladimir. Il poursuit aussi sur la voie du nationalisme russe et de l'antisémitisme. Des lois en ce sens continuent d'être promulguées, tandis que les tentatives de russification de la Finlande provoquent des troubles dans cette région pourtant si calme à l'origine. Les ministres de Nicolas II le mettent en garde contre le danger de créer là une seconde Pologne. Sur tout ça, Sergueï Vite, principal ministre des Finances de l'empereur et de son père, écrit « Nous n'avons pas encore pris conscience de ce que, depuis le temps de Pierre le Grand et de Catherine la Grande, il n'y a pas la Russie, mais l'Empire russe. Quand des étrangers forment près de 35% de la population et que les Russes se divisent en grands Russes, petits Russes et Biélorusses, il est impossible au 19e et 20e siècle de mener une politique qui ignore ce fait d'une importance historique capitale, qui ignore les particularités des autres nationalités entrant dans la composition de l'Empire russe, leur religion, leur langue, etc. La devise d'un tel empire ne saurait être « Je ferai de tous des Russes ». Après les non-russes,
Les deuxièmes plus grandes victimes du régime de Nicolas II sont les paysans, ce qui pose problème dans un empire majoritairement agricole. Les répressions auxquelles ils font face radicalisent la société, les assassinats politiques reprennent de plus belle. En revanche, il y a bien un point sur lequel Nicolas II s'oppose à son père, le pacifisme. Alexandre III l'était résolument. Il avait été choqué par la guerre en combattant contre les Turcs lorsqu'il était jeune et se refusait à faire subir ça à son peuple. Son fils, lui, a moins de scrupules, et peut-être plus de rêves de grandeur. Lorsqu'il arrive au pouvoir, on cherche une petite guerre pour souder le peuple autour du tsar, et on arrive à la conclusion que le plus simple serait de s'en prendre au Japon. À partir de la guerre sino-japonaise de 1894 et de l'arrivée de ces derniers sur le continent, s'ouvre une décennie de tensions entre les deux pays qui se cristallise autour de la Mandchourie, occupée par les Russes depuis 1900. Les Japonais aussi veulent la guerre, sûrement même plus que les Russes qui, avec les années, préféreraient finalement l'éviter. Mais c'est trop tard. Après plusieurs réclamations de Tokyo laissées sans réponse par Saint-Pétersbourg, la flotte russe est attaquée par surprise à Port Arthur dans la nuit du 26 au 27 janvier 1904. Les nouvelles des défaites se multiplient. Sur terre comme sur mer, la Russie, qui est mal préparée et a gravement sous-estimé l'ennemi, est incapable de s'imposer. Nicolas II, qui n'a pas envie de saigner plus que ça son empire dans une guerre en Orient, accepte d'engager des pourparlers. La paix est signée en août 1905. La Russie y perd son influence en Chine et en Corée, Port Arthur, le sud de Sakhaline, ainsi qu'une partie de ses voies ferrées en Mandchourie. Les défaites servent de détonateur aux troubles qui secouent déjà l'Empire. Le 9 janvier 1905, les ouvriers de Saint-Pétersbourg manifestent pour une augmentation de salaire et la journée de travail de 8 heures. La police tire sur ces manifestants pacifiques. En ville, les grèves se multiplient. Et en campagne, de plus en plus de paysans se révoltent et incendient les propriétés des nobles. L'opinion publique vire rapidement à gauche. Les marches de l'Empire s'embrasent et sont vite en état de siège. La grève générale est proclamée en octobre, et enfin, l'insurrection armée en décembre. Après de nombreuses concessions qui lui arrachent le cœur, Nicolas II signe les lois fondamentales de l'État le 27 avril 1906. L'Empire se dote d'une constitution. Ces lois soulignent que le pouvoir autocratique suprême reste entre les mains de l'empereur, mais reconnaissent aussi qu'aucune loi ne peut entrer en vigueur sans l'approbation du Conseil d'État, qui gagne là plus ou moins le rôle d'un Sénat, et celle de la Douma, l'assemblée représentative créée quelques mois plus tôt. L'Empire est alors dans une tornade sanglante. Les révolutionnaires qui optent pour la voie du terrorisme tuent plusieurs milliers de personnes. L'État répond en mettant en place des tribunaux exceptionnels qui condamnent à mort plusieurs autres milliers d'individus. Et pour couronner le tout, le terrorisme de droite se développe aussi et organise des pogroms ou des assassinats politiques à l'encontre de députés de la Douma. L'opinion publique n'en salue pas moins la révolution. Les terroristes sont vus comme des braves, des héros, leur sacrifice comme une nécessité pour accéder à un avenir meilleur. Nicolas II brave rapidement sa propre constitution en dissolvant la première Douma jugée trop à gauche. La seconde vague d'élus l'est encore plus. Il faut dissoudre celle-ci une seconde fois et modifier les lois électorales pour enfin obtenir une majorité pour les partis de droite, ce qui convient bien mieux à l'empereur et ses ministres. Pour autant, la Douma ne collabore pas aveuglément avec ceux-ci. La révolution toutefois est éteinte dès 1907, et sous l'impulsion d'un nouveau président du Conseil, Piotr Stolypine, la Russie reprend la voie des réformes. Après la mise en place de plusieurs lois et décrets, la propriété privée commence à se diffuser dans les campagnes. Les paysans gagnent le droit de quitter leur communauté pour s'installer seuls. 3,5 millions d'entre eux abandonnent leur village pour s'installer au-delà de l'Oural, là où les terres inexploitées sont abondantes. Stolypine cherche à renforcer la monarchie constitutionnelle, fonder un véritable état de droit en Russie. Il veut garantir les droits des citoyens, réformer la police, donner plus de droits aux assemblées provinciales, créer un ministère de la sécurité sociale, de la santé et du travail. Mais il n'est pas tsar. Il se heurte à l'hostilité de Nicolas II, qui préfère prêter son oreille à un charlatan débauché, Grigori Raspoutine. Stolypine finit par être écarté, puis assassiné en 1911. Raspoutine, lui, gagnera peu à peu une influence incroyable. À partir de 1914, il fera et défera les ministres. Sa simple existence discrédite la famille impériale. Il deviendra l'une des causes majeures de la chute des tsars. En parallèle, on sent en Europe que la guerre vient, quand bien même personne ne veut la faire. Surtout, la Russie n'est pas prête et elle le sait. Stolypine disait lui-même en 1908 « De quelle guerre peut-il être question alors que nous ne sommes parvenus à l'intérieur qu'à un apaisement superficiel, que nous n'avons pas encore formé de nouvelles armées, que nous ne disposons pas même de nouveaux fusils ?» Pourtant, en 1914, quand l'archiduc d'Autriche est assassiné à Sarajevo et que les troupes autrichiennes s'apprêtent à entrer en Serbie, la Russie juge inacceptable de ne pas défendre ses frères slaves. L'Autriche-Hongrie, l'Allemagne puis l'Empire ottoman font face à la Russie, la France et le Royaume-Uni. À Petrograd, on espère s'emparer de Tsargrad, Constantinople, grâce à ce conflit. Il n'en sera rien. Après quelques succès, l'armée recule en Pologne et subit des pertes immenses.
En 1915, celle-ci dépasse les 2,5 millions d'hommes. Les Allemands aussi subissent là d'énormes pertes. Pire, ils découvrent l'état catastrophique des campagnes polonaises, l'absence de routes. On comprend dès lors qu'il n'y aura pas de victoire rapide par ici. Le front se stabilise en 1916. On fait même de bonnes avancées contre les Turcs au sud. En revanche, l'ombre de 1905 refait surface. La famille impériale et l'État sont complètement discrédités alors que les ministres vont et viennent. La Douma s'agite. Raspoutine est assassiné. Nicolas II, surtout, est un bien mauvais tsar, trop influençable, incapable de prendre les mesures qui doivent l'être. En février 1917, à Petrograd, un mouvement révolutionnaire s'enclenche spontanément. Les organes révolutionnaires traditionnels sont eux-mêmes pris au dépourvu. Les grèves et les émeutes s'intensifient. La garnison est incapable de contenir celle-ci. Le 1er mars, la Douma forme un gouvernement provisoire. Le lendemain, elle demande à l'empereur d'abdiquer. Nicolas dépose la couronne le 2 mars. Il laisse le pouvoir entre les mains de son frère, qui la refuse. Le régime tsariste vient de s'effondrer en quelques semaines. La Russie devient une république. Un peu plus d'1 an plus tard, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, Nicolas II, ses enfants et son épouse sont exécutés sans procès sur ordre de Lénine. C'en est terminé de l'Empire russe. Nous sommes au début des années 1900. La situation est tendue en Russie. Ça fait maintenant des décennies que le régime tsariste se rend de plus en plus impopulaire dans l'opinion publique. Les raisons sont nombreuses et s'accumulent. La plus centrale d'entre elles, sans doute, c'est la question paysanne. La Russie est un empire rural. L'énorme majorité de la population est paysanne et l'industrie prend son temps pour se développer, ce qui explique le retard phénoménal que l'empire a accumulé face aux puissances occidentales et qu'il commence à rattraper petit à petit en ce début de siècle. Il a pendant des siècles subi le servage. Les paysans étaient pour la plupart d'entre eux des esclaves que les nobles ou la couronne pouvaient vendre, échanger, déporter et punir. Non seulement cette situation était misérable, mais elle était en plus terriblement contre-productive sur le plan économique, si bien qu'on a cherché à abolir celle-ci pendant tout le 19e siècle. Le tsar Alexandre II y parvient en 1861, mais les serfs libérés ne récupèrent qu'une partie des terres qu'ils cultivaient auparavant, et ils doivent en plus payer pour celle-ci, d'autant que les nobles gardent pour eux les meilleures d'entre elles. Les anciens serfs n'accèdent pas non plus à la propriété privée, les terres sont mises en commun et partagées au sein de la communauté villageoise. Bref, la réforme est très mal accueillie, autant dans le monde paysan que dans l'intelligentsia. La situation paysanne en ressort pire qu'elle ne l'était avant. Les premiers mouvements révolutionnaires naissent à ce moment et ils ne cesseront jamais de prendre en puissance au fil des décennies. L'empereur Alexandre II lui-même meurt d'une bombe en 1881. En réponse, les tsars mettent en place une ébauche d'état policier. La police gagne des fonctions qui dépassent l'entendement. Elle devient omniprésente et brutale. Dans les campagnes, elle régule la vie de tous. Et en ville, elle gagne le droit de punir sans jugement. Le prototype des polices politiques du XXe siècle naît à ce moment en Russie et prend le nom d'Okhrana. Le développement du capitalisme dans le pays et la doctrine nationaliste des tsars sont d'autres raisons de la montée des tensions, notamment dans les marches de l'Empire, peuplées par des non-russes. Polonais, baltes, finlandais et même biélorusses et ukrainiens. Tous trouvent de plus en plus pesante l'autorité de Saint-Pétersbourg. Bref, au début des années 1900, l'ombre de la révolution plane déjà sur l'Empire depuis bien longtemps. Et c'est la défaite contre le Japon en 1905 qui lui permet de s'exprimer. En quelques mois, Saint-Pétersbourg s'enflamme, les grèves se multiplient en ville et les révoltes en campagne. Le tsar Nicolas II est forcé de concéder une constitution au pays. L'Empire russe devient, à ce moment, une monarchie constitutionnelle. Dans les faits, on n'attend pas bien longtemps avant de braver celle-ci. L'assemblée née de cette révolution, la Douma, est dissoute 2 fois parce que jugée trop à gauche. Il faut modifier les lois électorales pour obtenir une assemblée où la droite tient la majorité et avec laquelle le tsar accepte enfin de régner. À ce moment, la Russie connaît une véritable croissance. Son industrie se développe rapidement, son commerce extérieur aussi. Elle est en train de rattraper lentement le retard accumulé au siècle précédent. Le plus grand politicien de l'époque, Piotr Stolypine, mène aussi des réformes pour tenter de régler le problème de la paysannerie. Il permet à celle-ci d'accéder à la propriété privée et de quitter les communautés villageoises. Mais cette vague de modernisation se heurte à 2 grands obstacles. L'hostilité du tsar Nicolas II, qui n'a aucune envie de renforcer une monarchie constitutionnelle qui l'exècre, et l'éclatement d'un grand conflit européen en 1914. La révolution vient dans la Saint-Pétersbourg d'alors.
Et c'est qui lui? Hop, chut. Comment ça, c'est qui, lui? Histoire, enchanté. Mais on s'en fout. J'en étais où, déjà? Ah oui, 28 juin 1914, un archiduc, celui d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, ayant eu la bonne idée de se balader en décapotable, il se fait tirer dessus avec sa femme. Tous les deux y passent. Attentat orchestré par un nationaliste serbe à Sarajevo. Voilà, la prochaine fois tu rouleras en Clio comme tout le monde, connard. L'Autriche-Hongrie, pas contente du tout que leur prince impérial, héritier de l'Empire, s'est fait assassiner. Tu m'étonnes. Cependant, le responsable est tout trouvé. La Serbie. Après avoir envoyé un ultimatum refusé par la Serbie, une liste de demandes et compensations volontairement abusives dans l'objectif de se fournir un casus belli, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie un mois après, le 28 juillet 1914. Quel rapport avec la Russie, tu vas me dire? Eh bien, elle se considère comme la protectrice des Slaves des Balkans, c'est le grand frère si tu veux. La Russie amasse alors des troupes aux frontières, l'Allemagne prend les devants et déclare la guerre à la Russie, puis à la France dans la foulée, car alliée de cette dernière. Puis il faut dire que les deux là ont envie de se mettre sur la gueule depuis des décennies, le jeu des alliances prend place, et voilà le début de la Première Guerre mondiale. Tous ces millions de morts à cause de la putain de Serbie. Une guerre qui du côté russe commence pas si bien que ça. L'armée est assez bien fournie certes, même s'il y a des manques, la question est pour combien de temps. La Russie n'est pas du tout prête pour une guerre de longue durée, en y ajoutant une opinion publique vraiment pas favorable à la guerre, des campagnes toujours frustrées par une réforme agraire qui n'a au final rien arrangé. Le tsar, porté par un élan de vengeance, doit gagner à tout prix. Et le tsar Nicolas II a besoin de venger la défaite de la guerre russo-japonaise de 1905 pour regagner en popularité. Faut dire que le régime a pas le vent en poupe, les autocrates c'est plus trop à la mode. Car oui, si la Russie se trouve en conflit avec l'extérieur, à l'intérieur ça grogne pas mal, mais alors pourquoi? Petit retour en arrière, la Douma, née de la première révolution d'octobre 1905 et le tsar ayant le droit de la faire sauter quand bon lui semble, le système d'élection est modifié en 1907 par le ministre Stolypine afin de réduire l'influence des classes les plus pauvres et ainsi favoriser le mouvement modéré et conservateur. Système extrêmement inégalitaire fonctionnant en 4 différentes curies. Après les réformes électorales, il fallait environ, pour élire un député de la curie des paysans, 230 000 voix paysannes contre seulement 200 voix d'aristocrates pour un député noble. Les paysans et une partie de la curie des citadins, c'est-à-dire la bourgeoisie urbaine, votant majoritairement pour des partis révolutionnaires et marxistes, leur représentation est étouffée. Si ce n'est pas les partis qui se font réprimer ou carrément interdire. À partir de 1912, avec l'élection de la 4e Douma et le massacre de 250 mineurs en Sibérie à Lena lors d'une grève, les grèves s'intensifient lourdement dans tout le pays. Le mécontentement populaire s'accroît dû à la menace de la guerre dans un premier temps, voire avec la guerre tout court. Parce que sur le front, c'est pas trop ça. Bataille de Tannenberg en août 1914. Défaite russe qui pique. Pas moins de 100 000 prisonniers. 100 000 prisonniers, putain mais t'en fous quoi, Henri, tu les mets où? Bref, petite victoire cependant sur l'Autriche-Hongrie en Galice, toujours ça de prix. On note alors un gros problème de commandement, problème d'armement. Au tout début, certains soldats n'avaient carrément même pas de fusil, gros manque d'infrastructures, pas de route, pas de train, grosse galère. À l'été 1915, l'Allemagne lance une grande offensive sur le front Est qui mène à une percée majeure sur les régiments russes. Défaite de plus pour l'Empire russe lors de la bataille de Varsovie qui inaugure le début du grand retrait jusqu'en septembre 1915. Abandonnant alors Pologne, Lituanie, Lettonie et Galice. C'en est trop pour le tsar qui limoge le commandant et grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Le tsar alors se fait pousser des couilles et décide de prendre lui-même le commandement de l'armée. Ok, Napoléon, on te regarde. Ah là là, catastrophe. Et puis désastre sur tous les plans, le type n'a aucune expérience militaire, alors autant te dire que les troupes avaient déjà le moral au plus bas, mais là ils ont en plus la sérieuse impression d'être dirigés par un gogol. En plus, s'il est au front, qui dirige à Pétrograd? Ah oui, ils ont changé le nom de la ville, ça faisait trop allemand, bon ça je comprends. Sa femme, l'impératrice Alexandra, qui est allemande, aïe 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 aïe, et qui en plus se ferait influencer par un espèce de prêtre chelou sorcier maléfique, le fameux Rasputin. Ah, et puis dans la presse ça arrive à une décrédibilisation du régime impérial en faisant passer la tsarine d'origine allemande soumise à un charlatan débauché pendant que le tsar est au front à essayer de comprendre dans quel sens on tient son putain de fusil. Et par-dessus tout, lors d'une défaite, les populations avaient toujours eu l'habitude de trouver des boucs émissaires, les Polonais, les Juifs, les Allemands de l'intérieur, mais là, c'est lui le responsable et personne d'autre, c'est lui qui dirige l'armée, ou du moins ce qui ressemble à une armée. L'année 1916 sera bien marquée par l'offensive Brusilov. En juin, la
meilleure poussée de l'armée russe de toute la guerre, mais au prix de trop grands sacrifices d'hommes et de ressources. La situation dégénère complètement au début de l'année 1917. Les troupes organisent des mutineries, les désertions s'intensifient, la population commence sérieusement à crever la dalle, et le tsar a fait tous les choix possibles et inimaginables pour se faire détester. Il n'a plus aucun support, même l'armée est contre lui. Voyant la situation lui échapper, Nicolas II se voit forcé d'abdiquer à la demande de ses généraux lors de son retour à Pétrograd. Après que son frère ait refusé de récupérer la couronne, le régime s'effondre le 3 mars 1917, marquant la fin de la révolution de février. Dès lors s'organisent deux formes de gouvernement. D'un côté, le gouvernement provisoire, qui restera provisoire jusqu'à la fin, à l'attente d'une assemblée constituante qui ne verra jamais le jour. Elle est formée dans un premier temps par d'anciens députés plutôt modérés et conservateurs. Au vu de la pression populaire, elle fera rentrer à l'avenir des élus plus progressistes, et notamment des socialistes révolutionnaires. De l'autre, vous avez le Soviet de Pétrograd, qui fait son retour après avoir été dissous en 1905. Il est composé de députés élus parmi les usines, les casernes et les quartiers populaires, représentant ainsi majoritairement les soldats et les prolétaires. Il est alors composé surtout de mencheviks. Bon alors ok, mais qu'est-ce que c'est un bolchevique et un menchevique? À la base, ils font partie d'une seule et même entité, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie. En 1903, lors du deuxième congrès du parti, un certain Vladimir Lénine se positionne comme le chef du mouvement, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et lui, frustré et pas content car la lutte doit fonctionner comme lui le veut, il pique une crise et provoque la scission du parti. Avec d'un côté les bolcheviks de Lénine, bolcheviks qui signifie majorité, face aux mencheviks qui signifie minorité. À savoir que les bolcheviks n'ont jamais été majoritaires, sauf à un vote clé de ce même congrès, et les noms sont restés comme ça, ils ont eu la flemme de changer. En gros, les bolcheviks sont les radicaux pour une révolution brutale. Les mencheviks plus modérés pour une révolution par étapes. Il reste des communistes révolutionnaires tout de même, mais plus doux. Vous avez aussi les socialistes révolutionnaires, souvent confondus avec les mencheviks. Ils sont cependant plus réformistes et tirent leur représentation par les paysans qui sont au centre de leurs revendications. Ce sont donc les trois forces politiques majeures du pays à partir de février 1917. Sauf que de février à octobre 1917 vont se succéder 4 gouvernements provisoires qui ne vont rien changer. La population veut une réforme agraire pour devenir enfin propriétaire. La population veut la fin de la guerre parce que ça devient franchement la merde, et la population meurt toujours de faim. Un type l'a très bien compris, Lénine, et son slogan devient « le pain, la paix et la terre ». Alors que la situation s'était un peu stabilisée depuis l'abdication du tsar, quelques progrès sociaux notables comme l'abdication de la peine de mort, la dissolution de la police secrète chargée des répressions, on promet alors des élections, une réforme agraire et la paix. L'instabilité politique inquiète, rien n'avance et le gouvernement provisoire perd en importance, d'autant que le Soviet de Pétrograd remet en permanence sa légitimité. Les promesses ne voient pas le jour, et pire, ça part en cacahuète. Kerensky, devenu chef du gouvernement provisoire, au lieu de chercher la paix, il se dit « et si on allait casser la gueule à ces boches ?» Ouais, bon. Des manifestations éclatent partout dans le pays, des pillages, des vols, alors que les bolcheviks regardaient tout ça de loin, les foules s'étant radicalisées, le chef du gouvernement Kerensky en profite et fait emprisonner les leaders bolcheviks. Lénine se barre en Finlande. Kerensky nomme alors le général Kornilov à la tête des forces armées afin de mater les ouvriers se radicalisant de plus en plus, afin de rassurer les riches propriétaires. Il aurait déclaré devant ses officiers à l'été 1917 « Il faut fusiller sur le champ tous les traîtres et les lâches, pas de procès, la patrie est en danger. » Ah bah c'est pas un rigolo. D'autant qu'il ne déteste pas juste les communistes, mais quasi tout le monde, modéré, conservateur, toutes les politiques menées par les gouvernements provisoires successifs. Il juge le gouvernement provisoire de responsable de la débâcle sur le front, ce qui est pas totalement faux. Il décide alors de faire un coup d'état. Bah en même temps, bon, on en est. Hein. Bon, ceci dit, j'ai bientôt terminé mon bingo. Il reste quoi? Ah, pour faire face au général Kornilov qui avance avec ses hommes sur Pétrograd, Kerensky fait machine arrière et libère bon nombre de bolcheviks et notamment un certain Léon Trotsky. Il leur fournit des armes et organise la défense. Au final, le coup d'état floppe complètement sans même une bataille. Maintenant, Kerensky a un nouveau problème. Les bolcheviks se retrouvent non seulement armés, mais en plus leur popularité a explosé, les faisant passer nettement devant les autres groupes politiques socialistes. En octobre 1917 et en l'espace de très peu de temps, les bolcheviks prennent tout
toutes les institutions politiques de Pétrograd. Sans rencontrer aucune force majeure, comme il y a plus grand monde pour leur faire de l'ombre, Lénine, revenu à Pétrograd, peut commencer à mettre son plan à exécution. Mais une fois de plus, sa vision est confrontée à celle des autres. Alors que les socialistes révolutionnaires tirent leur épingle du jeu lors du vote de l'Assemblée constituante, Lénine fait bien comprendre que la démocratie, c'est pas trop son truc. Alors, il traite tous les autres de contre-révolutionnaires, il ignore toute autre organisation politique en les empêchant de s'exprimer, il fait tirer sur les foules pas contentes, il instaure une police d'État chargée de réprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comment ça ressemble à la mise en place d'une dictature? Mais non, mais pas du tout, voyons, pas du tout. Lénine décide de mettre enfin un terme à la participation de la Russie dans la guerre, voyant qu'un traité de paix avec les Allemands les mettrait dans une merde immense vu qu'ils perdent. Trotsky a une idée incroyable. Je cite, ni paix ni guerre. Oui, juste on fait rien. Ouais, décidément, la guerre, c'est pas leur truc. Les Allemands, voyant la voie complètement libre, avancent tout bonnement, plus profondément dans le territoire russe. Logique, ils en profitent, il n'y a plus personne pour leur barrer la route. Les bolcheviks paniquent complet et cèdent sous la pression. Lénine signe alors le traité de paix de Brest-Litovsk le 3 mars 1918. Un traité encore bien pire que celui qu'ils auraient dû avoir avant d'adopter pour ce qui doit être la pire décision militaire stratégique de tous les temps, même si pour le pouvoir russe, la paix était un lourd sacrifice nécessaire. La Russie perd la Pologne, l'Ukraine, la Finlande, les pays baltes, plus d'un quart de leur population et des terres agricoles, ainsi que 3/4 de la production de charbon et de fer. Une humiliation qui finit de consommer la division entre les organisations politiques de gauche et isole les bolcheviks à la tête du pouvoir. Alors, tu feras gaffe, Histor, là t'es en train de me voler la vedette. Alors je reprends où je me suis arrêté. Aussitôt arrivés au pouvoir, les bolcheviks rompent avec l'inaction de leurs prédécesseurs. En quelques mois, on légalise l'expropriation des grands propriétaires terriens, l'abolition de toute forme de rang, de grade ou de titre, tous deviennent de simples citoyens. Les dirigeants communistes eux-mêmes sont payés comme l'est un bon ouvrier. On proclame aussi l'égalité des femmes et des hommes, le droit à l'autodétermination des peuples qui composaient l'ancien empire russe et la séparation de l'église et de l'État. Le clergé est exclu des écoles. Les formations politiques concurrentes du bolchevisme sont interdites, et les ouvriers sont invités à surveiller les patrons. Lénine préfère pour l'instant éviter les nationalisations tant qu'elles ne sont pas nécessaires. Surtout, on fonde rapidement la Tchéka, une nouvelle police politique inspirée de l'Okhrana tsariste. Le premier rôle de cette nouvelle police est de mater la résistance du système financier. Les banques refusent de collaborer avec le nouveau gouvernement, y compris la Banque d'État. Résultat, les banques privées sont toutes nationalisées, le contenu des coffres saisi, les actions confisquées et la bourse fermée. Enfin, la dette publique de l'État russe est tout simplement annulée, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ce qui n'enchante évidemment pas les alliés. Lénine et ses camarades se heurtent malgré tout à un problème de taille. Maintenant que la révolution est faite, comment amener le pays vers le socialisme ? Les bolcheviks ne peuvent s'appuyer sur aucune ou presque expérience du passé pour leur donner la marche à suivre. C'est ce qui les mène tantôt à entreprendre de grandes réformes, comme celles menées contre les banques, tantôt à temporiser. En 1918, alors que les troubles intérieurs commencent à s'aggraver, Lénine prêche la prudence. Il déclare pouvoir se contenter, pour l'heure, d'un régime de capitalisme d'État. Le socialisme pourra bien venir plus tard, quand le temps s'y prêtera. Enfin, en réponse à l'échec des pourparlers et à la reprise de l'offensive allemande, les bolcheviks fondent l'Armée Rouge, début 1918, peu de temps avant de signer la paix avec l'Allemagne. Ce qui, encore une fois, n'enchante pas du tout les alliés. Bientôt, les libéraux et les monarchistes cherchent à lever une armée de volontaires. Bientôt, des troupes britanniques débarquent au nord de la Russie, où elles fondent un gouvernement parallèle, tandis que les troupes japonaises s'enfoncent en Sibérie. Bientôt, surtout, tout un tas de poches de résistance naissent spontanément partout, mais elles se concentrent surtout dans les marges de l'ancien empire. En Ukraine, Géorgie, dans la région du Don ou en Asie centrale. Le pays est en train de sombrer dans le chaos. La Russie sombre peu à peu dans la guerre civile. Toutefois, dans les premiers mois du conflit, les forces engagées de part et d'autre sont encore limitées, et les combats restent généralement de faible intensité. Les affrontements suivent principalement les axes ferroviaires. Les belligérants cherchent à contrôler les gares, et par conséquent, les villes qu'elles desservent. À cette période, le principal foyer de la résistance anti-bolchevique, les Blancs, se situe dans la région du Don, peuplée majoritairement de Cosaques. Lorsque les bolcheviks prennent le contrôle de cette zone, ils y mènent des exactions, notamment des pillages et des massacres, en chassant violemment les éléments contre-révolutionnaires. Ces violences radicalisent la population locale, qui se rallie en grande partie à l'armée blanche. Cette armée du Don, dirigée par le général cosaque Piotr Krasnov, atteint environ 40 000 hommes à l'été 1918.
De la même façon, l'armée des volontaires, sous le commandement d'Anton Dénikine, ne compte initialement qu'environ 3000 hommes. Mais ce nombre augmente rapidement avec l'arrivée de nombreux opposants aux bolcheviks de tous bords. Anciens militaires de l'armée impériale, aristocrates, étudiants, paysans et même socialistes, portant ses effectifs à environ 40 000 soldats. Ces armées blanches profitent du soutien des Alliés. Les Japonais et les États-Unis débarquent à Vladivostok en juillet 1918. Les Britanniques, soutenus par une coalition internationale, prennent Arkhangelsk en août, et les Français prennent pied à Odessa en décembre. Les Blancs se font livrer du matériel par ces têtes de pont alliés. Au nord-est, un nouveau pouvoir contre-révolutionnaire se met en place autour de la ville de Samara, le Komouch, formé par d'anciens députés de l'Assemblée dissoute par les bolcheviks. Ceux-ci ambitionnent de restaurer une démocratie parlementaire, mais leur projet séduit peu les masses paysannes, qui perçoivent cette élite politique comme éloignée de leurs intérêts, surtout sur la question de la terre. Malgré ça, le Komouch parvient à s'étendre rapidement grâce à ses propres forces militaires et au soutien de la Légion tchécoslovaque, une unité formée d'anciens prisonniers de guerre et déserteurs de l'armée austro-hongroise qui souhaitent rejoindre le front occidental en traversant la Sibérie. Mais plusieurs escarmouches y éclatent avec les Rouges, ce qui mène la Légion à s'emparer de plusieurs villes le long du transsibérien. Avec cette aide, le Komouch contrôle bientôt un vaste territoire grand comme l'Italie et peuplé de plus de 14 millions d'habitants. Cette expansion est en grande partie rendue possible par l'inaction des forces bolcheviques. Cependant, ceux-ci parviennent à mobiliser une importante armée de plus de 70 000 hommes en s'appuyant sur le soutien croissant des paysans, acquis grâce à plusieurs réformes. Les bolcheviks reprennent Kazan, puis Samara. Le Komouch s'effondre peu après, incapable de résister à cette contre-offensive. La contre-révolution se réorganise alors autour de l'amiral Alexandre Kolchak, qui prend le pouvoir à Omsk, en Sibérie, où il établit une dictature militaire. C'est la situation en novembre 1918, au moment où est signé le traité de Versailles, qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale. Ce traité entraîne la libération des territoires russes précédemment occupés par les troupes allemandes, ce qui ouvre de nouveaux fronts dans la guerre civile, notamment en Ukraine et dans les pays baltes, où les interventions étrangères se multiplient. Mais pendant tout ce temps, les choses bougent aussi bien vite chez les bolcheviks. Lénine voulait limiter les nationalisations pour éviter une fuite des capitaux privés, mais c'était sans compter sur la masse prolétaire. Les ouvriers chassent par eux-mêmes les patrons, et le gouvernement, pour ne pas perdre la main, n'a d'autre choix que de prendre la tête de ce mouvement. En quelque temps, les industries lourdes, sucrières et pétrolières passent entre les mains de l'État. S'ajoutent de graves problèmes monétaires en grande partie liés aux grèves nombreuses, une terrible inflation de près de 30% par mois et la prolifération du chômage de masse, qui atteint 70% de la population de Pétrograd à cause du retour au pays des anciens soldats mobilisés pour la guerre et de près de 3 millions de prisonniers. La situation est chaotique en tout point, mais pour les bolcheviks, la plus grande menace à ce moment, c'est bien l'avancée des armées blanches. À l'été 1918, le régime soviétique, encore fragile et privé d'une force militaire structurée, vacille. La situation devient critique, au point que l'effondrement du pouvoir bolchevique paraît imminent. C'est dans ce contexte d'urgence que Léon Trotsky, commissaire du peuple à la guerre, entreprend une refonte radicale de l'appareil militaire révolutionnaire. Il juge impératif de transformer l'armée rouge, alors embryonnaire, en une force régulière capable de rivaliser avec les armées blanches et leurs alliés. Dès lors, l'ensemble du pays est placé sous loi martiale, et l'économie nationale est intégralement mobilisée au service de l'effort de guerre. C'est la mise en place du communisme de guerre. La doctrine est de gagner le conflit quoi qu'il en coûte. Trotsky écrit lui-même en 1938 « La guerre civile est la plus cruelle des guerres. Elle ne se conçoit pas sans violence exercée sur des tiers et tenant compte de la technique moderne, sans meurtre de vieillards et d'enfants. » Les Blancs, qui méprisent les masses populaires, appliquent la même doctrine. Au début de la guerre, le général Kornilov, qui dirigeait les opérations de l'armée des volontaires, disait déjà « Même si nous avons à brûler la moitié de la Russie et à verser le sang des 3/4 de la population, nous devrons le faire si c'est nécessaire pour sauver la Russie. » Trotsky enrôle massivement d'anciens officiers de l'armée impériale. Ils sont déjà à 22 000 à la fin de l'année 1918 et leur nombre dépasse 75 000 à la fin du conflit. Au total, environ les 3/4 du corps des officiers de l'armée rouge sont issus des rangs tsaristes. Parallèlement, une politique de conscription de masse est instaurée. Celle-ci se révèle efficace dans les centres urbains, où l'encadrement politique est fort, mais rencontre une vive hostilité dans les campagnes, où les paysans, souvent indifférents à la lutte idéologique entre rouge et blanc, voient dans cette mobilisation un nouveau fardeau imposé par l'État. Malgré ça, les effectifs de l'armée rouge progressent rapidement. 800 000 hommes en janvier 1919, 1,6 million quelques mois plus tard, et jusqu'à atteindre 5 millions de soldats en 1920. Cette croissance spectaculaire pose cependant d'énormes défis logistiques.
L'État soviétique, qui sombre dans la crise économique, est incapable de fournir des armes, des uniformes ou même de la nourriture à une telle masse. La discipline se dégrade, provoquant une vague massive de désertion. 1 million de soldats abandonnent les rangs en 1918 et plus de 4 millions en 1921. Ces déserteurs emportent souvent avec eux armes et équipements, ce qui accentue la pénurie et alimente un cercle vicieux. Conscription de masse, ravitaillement déficient, désertion. Tout ça a évidemment des conséquences sur le plan militaire et humain. L'armée rouge ne peut espérer vaincre les forces blanches qu'en les submergeant numériquement, souvent avec un rapport de 4 contre 1, voire 10 contre 1. En parallèle, le manque de discipline favorise les violences envers les populations civiles. Les exactions se multiplient, tandis que des conditions d'hygiène catastrophiques favorisent la propagation de maladies. En 1920, plus de 30% des effectifs sont immobilisés par une épidémie de typhus, soit plus d'1 million de soldats. Les Alliés n'en sont pas moins surpris par le développement rapide de l'armée rouge. Les Français, à Odessa, perdent vite les espoirs qu'ils avaient mis dans l'armée des volontaires. Ils découvrent avec surprise la discipline et l'efficacité des troupes soviétiques, et l'attractivité de l'armée rouge pour la population. Les troupes françaises rembarquent et quittent la ville en février 1919, seulement 3 mois après s'y être installées. À tout ça s'ajoute un autre problème, l'apparition des Verts. Composés en grande partie de déserteurs, de paysans insurgés et de résistants à l'autorité soviétique comme à celle des Blancs, ceux-ci se réfugient souvent dans les bois et reçoivent parfois l'aide des paysans locaux. Le phénomène est très inquiétant pour les Rouges qui encaissent difficilement cette guérilla dans le dos. La plupart des chefs verts ont disparu sans laisser de traces ou presque, laissant à leurs ennemis rouges et blancs le luxe de limiter leurs actions à du simple brigandage. Mais leur résistance est en général parfaitement légitime. Leurs aspirations sont souvent nationales, contre Moscou et contre les Russes, et sociales. C'est une protestation de la paysannerie pour la liberté du commerce, contre la dictature de la ville, contre la conscription et contre les réquisitions. Parmi ces chefs, celui qui a le plus profondément marqué les esprits, et qui est aussi le seul à avoir pu fuir la Russie, c'est Makhno et son armée ukrainienne anarchiste. Dans ce contexte chaotique, les autorités bolcheviques instaurent le communisme de guerre, un ensemble de mesures qui visent à s'assurer le contrôle total de l'économie, notamment agraire. L'objectif est double, nourrir les villes affamées et ravitailler l'armée. Il est décrété que tous les excédents agricoles doivent être remis à l'État. Cette politique de réquisition se heurte à une forte résistance paysanne, d'autant que l'hyperinflation a rendu la monnaie sans valeur, poussant les producteurs à cacher leurs récoltes. Pour imposer ces réquisitions, les bolcheviks créent une véritable armée du grain, chargée de sillonner les campagnes. On va jusqu'à user de torture pour faire plier les récalcitrants. S'ajoute la Terreur rouge, qui débute avec la création de la Tchéka fin 1917, et dont l'exécution sans jugement du tsar Nicolas II et de sa famille en juillet 1918, face à l'avancée rapide des armées blanches, n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est surtout les massacres de civils, les arrestations arbitraires et l'élimination systématique des opposants politiques qui la définissent. Mais le communisme de guerre a aussi d'autres conséquences. Le rétablissement d'une discipline de fer dans l'industrie et la répression des grèves, l'instauration de la gratuité des logements, des transports, de l'eau, de l'électricité et des services publics, le développement de la propagande, ainsi que la mise en place de grands efforts pour alphabétiser et éduquer les masses populaires et les soldats. Fort du rétablissement de son armée, le régime est enfin prêt à reconquérir le pays. Dès la fin des années 1918 donc, les armées blanches commencent à recevoir un soutien limité mais stratégique de la part des puissances alliées. L'amiral Alexandre Koltchak, autoproclamé chef suprême de la Russie blanche, bénéficie notamment d'un approvisionnement suffisant pour équiper environ un demi-million de soldats en 1919, tandis que 30 000 hommes des forces alliées, principalement britanniques, américaines et japonaises, assurent ses arrières en Sibérie. Fort de ce soutien, Koltchak lance une offensive dès la fin de l'année 1918, espérant capitaliser rapidement sur la désorganisation de l'armée rouge. Il choisit de frapper tôt et renonce à une jonction avec les forces du général Dénikine au sud. Il cherche à remporter des succès éclatants pour attirer davantage d'aide occidentale. En décembre 1918, il s'empare de Perm, un centre industriel stratégique, en battant la 3e armée rouge, alors que les bolcheviks font face à de nombreux soulèvements populaires. Emporté par cet élan, Koltchak déclenche une vaste offensive sur 3 fronts, vers Oufa, Viatka et Orenbourg, mobilisant plus de 100 000 hommes. Mais cette armée, hâtivement constituée, souffre d'un manque de cohésion, d'une grave pénurie d'officiers expérimentés et d'une mauvaise logistique. Surtout, Koltchak se montre trop conservateur et s'aliène rapidement à la paysannerie. Les masses rurales, qui s'étaient emparées des terres nobles après la Révolution, redoutent par-dessus tout une restauration de l'ancien régime. Incapable de recruter de nouvelles troupes, Koltchak voit son armée fondre au moment même où l'armée rouge bénéficie d'un afflux constant de conscrits. En novembre 1919, contraint d'abandonner Omsk,
l'amiral se retrouve avec des forces 2 fois inférieures en nombre et qui se font en plus harceler par les paysans. Il faut encore attendre janvier 1920 pour qu'ils soient capturés et exécutés. Les bolcheviks ont été retardés parce qu'ils ont dû détourner des troupes vers le sud pour contrer une autre percée. Effectivement, durant l'été 1919, le général Anton Dénikine engage à son tour une vaste campagne militaire. Depuis le sud de la Russie, ses troupes progressent vers la riche région charbonnière du Donbass avec l'appui de contingents cosaques. Ils s'emparent de Kharkov et Yekaterinoslav, puis vers Tsaritsyne, dont le général Wrangel s'empare malgré une infériorité numérique. Ces succès sont facilités par un ravitaillement relativement efficace, soutenu par les Alliés, alors que les bolcheviks, en particulier en Ukraine, subissent de graves pénuries alimentaires. Ils doivent s'allier avec les anarchistes de Makhno. Fort de ces conquêtes, Dénikine engage sa marche sur Moscou. 3 colonnes convergent vers la capitale soviétique. Wrangel doit progresser le long de la Volga vers Saratov, Penza et Nijni Novgorod. L'armée du Don doit passer par Voronezh, et l'armée des volontaires, sous le commandement direct de Dénikine, doit avancer depuis Kharkov jusqu'à Koursk, Orel et Toula. Ce dispositif, très critiqué par Wrangel, s'avère trop ambitieux. Il étire dangereusement le front sans assurer de base solide à l'arrière. Malgré ça, les troupes blanches parviennent à approcher à 400 km de Moscou et provoquent un vent de panique dans les cercles dirigeants bolcheviques. Lénine ordonne alors la mobilisation d'urgence de 120 000 hommes pour protéger la capitale. Dans le même temps, le général Nikolai Yudenitch rassemble une armée dans les environs de Petrograd. Pour la première fois, les armées blanches se coordonnent et menacent sérieusement les 2 capitales russes. Mais cette avancée spectaculaire masque d'immenses faiblesses. Dénikine est contraint de détourner des troupes pour affronter en Ukraine les forces de Makhno qui mènent une terrible guérilla contre son ravitaillement, et dans le Caucase contre les insurgés tchétchènes. Les Cosaques, quant à eux, refusent de pousser l'offensive au-delà de leurs terres parce que Dénikine ne leur garantit pas l'autonomie ou l'indépendance. Sans oublier que les Blancs, à l'image de Kolchak, échouent à gagner le soutien de la paysannerie à cause de leur position politique trop réactionnaire. Les enrôlements ne permettent pas de compenser les pertes. Le coup fatal vient des Alliés. Déçus par la débâcle sibérienne, ces derniers réduisent leur aide à Dénikine, ce qui compromet gravement son ravitaillement. Les Rouges, en revanche, bénéficient d'un retour massif des anciens déserteurs paysans, animés par la volonté de défendre les conquêtes agraires face à l'avancée blanche. Plus de 250 000 d'entre eux rejoignent les rangs de l'armée rouge et inversent le rapport de force. La supériorité numérique et des contre-offensives bien coordonnées permettent aux bolcheviks de reprendre l'avantage partout. Sur le front de Petrograd, la défaite de Yudenitch s'explique en grande partie par son refus de s'allier aux Finlandais. Ces derniers avaient massé plus de 100 000 hommes à la frontière et proposaient leur appui en échange de la reconnaissance de leur indépendance. Mais fidèle à l'idéologie impériale russe, Yudenitch rejette une quelconque alliance qui mènerait à la souveraineté d'un peuple non russe. Les Finlandais acceptent alors l'offre de paix des bolcheviks, qui avaient quant à eux déjà reconnu leur indépendance. Face à la menace blanche, Trotsky se rend personnellement à Petrograd pour organiser la défense de la ville. Il parvient à mobiliser 30 000 hommes sur place, et des renforts lui parviennent rapidement par voie ferrée. En quelques jours, les forces soviétiques alignent 100 000 hommes contre les 15 000 soldats de Yudenitch. Après 3 jours d'intenses combats, l'écrasante supériorité numérique des Rouges force les Blancs à battre en retraite. La défaite militaire se double d'un effondrement du moral. Les désertions se multiplient dans les rangs blancs, tandis que les violences à l'encontre des civils s'aggravent. En particulier, des pogroms d'une extrême brutalité contre les populations juives, accusées de collusion avec les bolcheviks. On estime aujourd'hui que ceux-ci ont fait plus de 300 000 victimes juives, auxquelles viennent s'ajouter un grand nombre de victimes politiques. Les armées blanches se dotent de leur propre police politique pour lutter contre les éléments de gauche, qu'ils soient modérés ou non. C'est la terreur blanche. Vaincus, Yudenitch et ses troupes se réfugient en Estonie fin 1919, où elles seront désarmées. Dénikine, lui, découragé, s'exile à l'étranger au printemps 1920. Wrangel, enfin, quitte la Russie à la fin de l'année après avoir permis aux militaires et civils qu'il souhaitait d'évacuer à l'étranger avec les restes de la flotte de la mer Noire. Près de 150 000 personnes fuient vers les Balkans, la Turquie ou la France. Les soviétiques sont enfin parvenus à chasser les Blancs du pays. Les bolcheviks l'ont emporté, mais à quel prix ? La Russie, en 1921, est exsangue. Le pays a été profondément ravagé par 7 années de guerre. La production industrielle a chuté de manière catastrophique. Les infrastructures, notamment les chemins de fer, sont en ruine, et des millions de personnes ont péri dans les combats, les famines et les massacres. Le régime poursuit une politique de répression brutale à l'encontre de ses opposants. La terreur rouge se prolonge.
Les campagnes, soumises à de lourdes réquisitions pour nourrir les villes et l'armée, sont frappées de plein fouet par la misère. Ce climat d'oppression conduit à de nouvelles révoltes d'ampleur en 1921. À certains endroits, les autorités bolcheviques perdent toute emprise sur les campagnes, tandis que les grandes villes sont à nouveau secouées par des vagues de grèves ouvrières. Pour le pouvoir, la menace devient existentielle. Les bolcheviks craignent de subir le même sort que le régime tsariste 4 ans plus tôt. La répression est sanglante. Dans la province de Tambov, où une insurrection de masse est écrasée par l'armée rouge, plus de 100 000 personnes sont emprisonnées ou déportées, et au moins 15 000 exécutées. Celle-ci est accompagnée de réformes économiques, dont l'objectif est d'apaiser la colère paysanne et de relancer l'économie maintenant que la guerre a pris fin. C'est la naissance de la NEP, Nouvelle Politique Économique. Les réquisitions sont abolies en mars 1921 et remplacées par un simple impôt en nature. Le paysan est à nouveau libre de profiter de l'excédent de ses récoltes comme il l'entend. Pour que celui-ci puisse vendre ses récoltes, on réouvre les marchés en avril, puis on dénationalise les petites entreprises industrielles en juillet. Enfin, un décret en octobre annonce la remise en ordre de l'économie financière. Les banques et autres institutions financières font leur grand retour, et après quelques années d'expérimentation, une nouvelle monnaie fiable s'impose enfin en 1924. Mais la NEP ne peut pas réparer tous les dégâts de la Grande Guerre et de la guerre civile. La guerre mondiale a fait 3 millions de victimes militaires et civiles, et empêché, à cause de la mobilisation et de la misère, la naissance de 4 millions d'enfants. La période de guerre civile, si elle provoque moins d'un demi-million de morts au combat, fait près de 7 millions de victimes innocentes. Victimes de la faim, du froid, de la maladie, des pogroms ou du banditisme. Sans oublier qu'elle a prévenu la naissance de 5 millions d'âmes. La famine, qui frappe violemment le pays en 1921, provoque en plus la disparition de 5 millions de paysans, tandis que ce nouveau temps des troubles provoque la fuite à l'étranger de 2 millions d'émigrés. Les deux conflits ont mis l'ancien empire russe à terre. En 1921, son PIB n'est plus que le tiers de ce qu'il était en 1913. Les grandes entreprises produisent 7 fois moins qu'avant-guerre, l'agriculture près de 3 fois moins. Les élites dirigeantes russes, qu'elles soient impériales, rouges ou blanches, tout aussi coupables les unes que les autres, ont provoqué directement ou non la disparition ou la fuite de près de 17 millions d'âmes. La reprise démographique n'en sera pas moins rapide. En 1926, le pays aura déjà gagné 11 millions de nouveaux habitants grâce au retour de la paix et la mise en place de la nouvelle politique économique. Un empire est tombé et laisse sa place à un autre. La Russie s'efface devant l'Union soviétique. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé, partagé ou se sont intéressés à Italia 1497. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et ça fait très plaisir de voir que vous me suivez là-dedans.